Quel combat nous hype le plus dans un mois d'octobre qui s'annonce bouillant à l'UFC? Que peut-on attendre de l'UFC Fight Night à Perth en Australie qui manque de grands noms sur la carte? Que retenir de la performance des prospects français à Hexagone MMA 34? Qu'attendre de Hexagone MMA 35 et du PFL Europe à Nantes ce week-end? Bienvenue dans Aldric Enerby, générique. Aldric, on se retrouve pour ce 26e numéro d'Aldric Enerby. T'as vu? On a fait un petit glow-up sur la déco. J'aime beaucoup. Léa qui nous a sorti des petites 3D, voilà, des petites fabrications 3D pour le logo de Jab Life. J'aime beaucoup les attrape-poussières de Léa. Écoute, ça va. On glow-up. On glow-up de semaine en semaine, Aldric. C'est important, comme toi sur les outfits, tu vois. On rappelle comme toujours, abonnez-vous les gars, abonnez-vous à la chaîne. On est désormais plus de 31 000, c'est très cool. Ça continue de se développer, Jab Life, on en est content. 47% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Exactement, abonnez-vous. Si vous attendez qu'on mette des cadeaux pour vous abonner, ça va pas tarder, mais ce sera trop tard. Abonnez-vous, activez la cloche, les pouces bleus, les commentaires, ça fait toujours avancer le bousin. Comme on le dit, et Aldric, notre communauté est formidable. Je passe un big up à Nassim qui nous a fabriqué nos fantasy cards de moins de 84 kilos, qui nous a fait des visuels à partager sur les réseaux sociaux. Superbe visuel. Donc très cool. Donc merci à lui pour tout ça. Et l'épisode est toujours dispo. C'est de ce week-end où on fait le matchmaker sur cette catégorie middleweight qui est en plein renouveau. On passe à notre Aldric Enerby et notre actu MMA. Vous l'avez vu sur la miniature, je voulais entamer par ce mois d'octobre qui va être fou, Aldric, avec 4 événements de suite qui sont chacun superbes, qui vont s'enchaîner. On commencera avec l'UFC 320, on finira avec l'UFC 321. Entre deux, il y aura 2 Fight Night au programme vraiment super cool. D'abord, point actu sur ça, puisque le main event de la Fight Night du 11 octobre à Rio, ça devait être Charles Oliveira contre Rafael Fiziev. On l'a appris, c'est désormais pas officiel, plus l'UFC n'a pas communiqué, mais en tout cas, ça a été confirmé par différentes sources. Rafael Fiziev est out, il est blessé, et donc il va falloir trouver un remplaçant pour ce main event face à Charles Oliveira. Pour l'instant, comme je disais, pas de communication de l'UFC, on n'en sait pas plus, mais il y a des choses qui se sont passées sur les réseaux. Premier point, je voulais aborder là-dessus, parce qu'il en avait parlé après son combat contre Rufi. Benoît avait dit, si jamais un des deux se blesse, je suis là, je suis chaud pour le faire. Bien sûr, dès qu'il y a eu l'annonce de la blessure, tout le monde s'est rué là-dessus en disant pourquoi pas, est-ce que Benoît peut pas le faire? Je cite donc Guillaume Pelletier qui a pris très vite la parole sur Instagram pour mettre les choses au clair aussi là-dessus. 2 points, ouvrez les guillemets. Devant le nombre de demandes à ce sujet, je préfère statuer de suite. Il n'y aura pas de BSD Oliveira en octobre. Nous respectons bien trop Oliveira pour le prendre comme ça. Ce genre de combat se prépare. Ensuite, il y a eu un post de la BTT sur Insta aussi qui dit effectivement un combat comme ça se prépare. Nous, il y a des choses que nous savons en interne que le public ne sait pas, notamment sur l'état de santé de Benoît, qui lui demandait d'être au repos pendant une grosse semaine. Cela signifie que nous aurons pris le combat sans préparation et ça aurait été lui manquer de respect, donc manquer de respect à Charles Oliveira. Logique de pas le prendre, Aldric. Un combat comme ça, aussi short notice, quand tu sors de ça. Benoît, je te rappelle un truc avant que tu prennes la parole. Il vient d'avoir un petit enfant, qui a à peine plus d'un mois, qu'il a quasiment pas vu pendant la prépa de Rufi. Pour moi, tout est logique dans le fait de ne pas prendre Charles Oliveira au pied levé comme ça. Disons que si tu n'as pas fait le combat contre... Aujourd'hui, Benoît, BSD, ça veut dire quelque chose. Il y a un statement quand même autour de ça. Et du coup, effectivement, tu n'avais pas besoin. Maintenant, s'il n'y a pas eu l'histoire de Poirier, s'il n'y a pas eu tout ça avant, je pense que malgré tout, moi, je vois un match-up vraiment pas dégueulasse pour Benoît. Et je pense que ça va... Vraiment, je pense que moi, ça valait le coup. Néanmoins... Maintenant, il est connu. Il vient de refaire un combat qui est un magnifique combat. Effectivement, ça vaut peut-être mieux le coup de prendre quelques semaines de plus et de revenir avant la fin de l'année différemment. Mais moi, le match-up, je le trouvais pas mauvais. Hein. On va s'interroger un peu sur le match-up. Moi, il y a 2 réflexions aussi autour de ça. Tu as raison, tu as cité le combat contre Poirier. On sait les conditions dans lesquelles il l'a pris, Benoît, et il ne le regrette pas. Il en parlait même à notre micro à Grand Talk. Voilà, c'est de l'expérience qu'il a accumulée. Mais Charles... il est numéro 4 encore de cette KT, donc tu vois, c'était un test quasi pas loin d'être à la hauteur de suite Dustin Poirier. Un truc qui peut changer ta carrière parce que ça te met dans les candidats pour le titre, clairement. Tu vois, après l'avoir pris Poirier dans ces conditions-là, je pense que prendre Oliveira dans des conditions pas favorables, c'est pas forcément la meilleure des idées. C'est pour ça que je te dis ça. En fait, je pense que c'est comme les jeux vidéo, la vie. Tu as plusieurs vies, et il en a déjà cramé une contre Dustin. À bon escient, parce que ça lui a rapporté de l'expérience et de la notoriété. Et là, vu son jeune âge, ça valait pas le coup de cramer toutes ses vies tout de suite, tu vois. Donc, le match-up, dommage, eût été intéressant. C'était une bonne façon de le prendre tout de suite. Mais si au niveau de la santé, ça va pas et qu'il pouvait pas être opti pour le combat, il y a aucune raison de pourquoi tu vas forcer le truc. À la limite, tu as cette opportunité alors que tu as fait une contre-perf à Paris. Je te dis, il vaut mieux y aller. Mais là, vu le combat qu'il a fait, je pense qu'il n'y a pas lieu. Après...
Et le match-up, il aurait été fou, quoi. Ouais. Le combat aurait Le été match-up fou. est fou Aldric. et l'UFC est toujours très reconnaissant de sauver un main event. Mais sauf que là, je pense qu'il y a quand même d'autres candidats. On a vu qu'il y a Gamrot qui a candidaté aussi. Si c'est sérieux, Gamrot, il va gagner le combat. Et donc voilà, c'est pas comme si l'UFC était en difficulté pour boucler ce main event. Ouais, ce match-up. Alors, le sol, c'est pas Rufi, hein, clairement, mais on connaît la capacité de Charles depuis quelques années à faire la guerre debout aussi. Dans une ambiance hostile à Rio. Ouais, Ils auraient tous fait, tu les connais mieux que moi, les Brésiliens, mais tu vas mourir des Brésiliens pour. À tes mourir. Ça aurait été ultra fun, vraiment. Et Ouais. j'espère qu'un jour, on aura à le preview, ce match-up-là. Bah, tu sais, Charles, il est même si c'est une antiquité à l'UFC, il est encore très jeune. Et Benoît aussi. Donc, moi, je dis qu'on risque de le voir et plutôt qu'on ne croit. Je me suis fait une autre réflexion aussi. Je me suis dit, si c'est Charles qui avait pull-out, est-ce que c'était pas plus facile de le prendre parce que Fiziev ressemble quand même beaucoup plus à Rufi que Oliveira. Si c'est Charles qui pull out, c'est même pas dit qu'il garde Fiziev sur la carte. Peut-être En pas. vrai. C'est pas que. Oui, ça n'a pas de sens de faire Fiziev BSD. Ils auraient pu le décaler en général. Ils te virent pas, mais ils te proposent de te décaler 1 ou 2 events à côté et de te replacer. La perte sur la prime de main event, parce que comme je vous l'ai expliqué, tu touches plus d'argent quand tu es main event et de Venom et de l'UFC. Ils te la compensent et puis voilà. Mais je pense que si ça avait été l'inverse, ils n'auraient pas gardé le main event comme ça. Ils auraient pris quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, j'entendais cette réflexion-là aussi parce que j'ai vu quand même sur les comptes, notamment US, aux réseaux sociaux, il y a eu pas mal de critiques de Benoît, du fait de t'as parlé et finalement tu prends pas le combat. Il y a Charles qui a fait un podcast où il n'est pas très agressif, mais il dit les choses. J'allais ouvrir ça. Il dit en gros, les mecs, ils ouvrent tous leur bouche pour parler crûment, et puis quand l'UFC les appelle, ils disent non, je suis blessé, ou je peux pas le prendre, ou je fais des choses comme ça. Ce à quoi d'ailleurs Gamrot a répondu, moi je suis prêt, je suis parti à la TT, je suis prêt pour t'affronter. Donc à voir si ce match-up va se matérialiser. Ça fait sens quand même là, si Gamrot est chaud. J'aime bien le match-up aussi. Hein. Ouais. Je pense que malgré tout, je vois quand même une différence. Peut-être. Il y a débat, parce que je l'avais déjà dit sur les previews, on ne dit pas n'importe quoi, les gars. Quand on dit, ouais, t'es pro-français, non. Benoît Saint-Denis, c'est un problème au sol. Je l'avais dit, et je le redis, et on a bien vu que Rufi, ça l'a tellement dégoûté qu'il s'est presque pas laissé étrangler, mais tu sentais que son moral avait été impacté par cette puissance de Benoît. Là, est-ce que Gamrot, c'est un poil au-dessus, peut-être, au sol ? Mais en striking, il est moins solide, je trouve. Il est plus frêle que Benoît. Donc, j'ai peur quand même que Charles, il arrive à s'en sortir. Enfin, quand je dis j'ai peur, je le souhaite à Charles. Hein. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est ces deux gars au sol. Et c'est pas dit que ça y aille. Parce que debout, quand même, je le trouve plus confiant, Gamrot, mais du coup, plus vulnérable. Comme il a plus confiance en son striking, je sais pas si tu me suis un peu sur le truc, mais ces progrès qu'il a fait et qu'il nous a montré contre Ludovic Klein, par exemple, ils ont plus tendance à m'inquiéter qu'autre chose, en fait. En tout cas, c'est intéressant, c'est que Gamrot, ça faisait partie des adversaires possibles de BSD avant la fin de l'année, qui s'était déclaré candidat. Voilà. Donc si c'est Oliveira, ce sera pas Gamrot. Il y avait Moïcano qui s'était déclaré candidat aussi. On avait parlé, de toute façon, ce sera dans cet aéropage entre 7, 8 et 13 ou 12 où il est Benoît. Donc à voir le nom qui finira par sortir du chapeau et on espère revoir Benoît avant cette fin d'année. Dernière réflexion sur ce combat de Charles, puisque je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, Louzen Keita qui s'est déclaré candidat. J'aime beaucoup Louzen, mais malheureusement, je sais que l'UFC, quand t'as raté le poids, s'il avait détruit Pitbull, tu vois, pour sa première à l'UFC, tu sais quoi, pourquoi pas, en vrai. L'UFC se dit, vas-y, on a une possible nouvelle star, on le fait monter, et si il éclate Charles aussi, le mec, il explose d'un coup aux yeux du monde. Quand t'as raté le poids pour ta première, je pense que l'UFC jamais prendra le risque de te confier le main event de Rio contre Charles Oliveira. Jamais de la vie. Mais pensez à lui, on espère qu'on va vite le voir dans cet octogone, monsieur Louzen Keita. Ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines, hein, là, Paris. Ouais. Ils vont appliquer la punition. Souvent, ils font ça, les matchmakers. S'ils te laissent dans le rooster, ils te punissent. C'est-à-dire qu'ils te laissent quelques mois sans nouvelles. C'est pas facile. Non, ouais, bien sûr. C'est la situation qui veut ça, clairement. On passe à on voulait se faire pour parler de ce mois d'octobre complètement fou qu'on va vivre, à faire un top 5 des combats qui nous hype le plus sur ce mois-là. D'abord, je te fais un peu la liste de toutes ces cartes, des combats qu'il peut y avoir, parce que c'est vraiment, franchement, c'est cool. Là, on va se régaler. Aldric est sur Jab Life. On aura beaucoup de choses à dire dans Aldric Enerby, ça c'est sûr. Tu me dis on va se régaler, je vais passer 3 semaines avec les caribous, moi. Ouais, voilà, se régaler. Tu vas te régaler. Écoute, il fait ça. Ouais, ils peuvent commencer à faire froid en octobre au Canada. Non, ça va. Là, non, ça va. Ça passe encore. On va commencer par l'UFC 320. Ce sera le 4 octobre, T-Mobile Arena de Las Vegas. Bien sûr, Magomed Ankalaev, Alex Pereira pour le titre des light heavyweight, c'est le main event. Le co-main event, Merab Dvalishvili contre Cory Sandhagen pour le titre des bantams des moins de 61 kilos.
On a du Joe Pyfer à Bousmagomedov, du Jiri Prochazka à Khalil Rountree, Josh Emmett, Youssef Zalal, Ateba Gauthier qui sera de retour contre Ozzy-Diaz, du Edmen Shabazian qui sera là, on en a parlé dans Jab Culture contre André Mounis, Farid Bacharat, Chris Gutiérrez, Patchy Mix qui est de retour aussi, Jakub Viklas. Déjà première énorme carte. Ouais. On enchaîne à Rio, on vient d'en parler le 11 octobre, donc Charles Moi, Oliveira. je te coupe déjà, il y a mon cinquième. Mon cinquième, c'est Pereira. J'ai envie de voir un Pereira concentré et sérieux sur le combat, voir ce que ça va donner contre Ankalaev. On va vraiment voir ses vraies limites, parce que là, je pense qu'il va vraiment être à 100%. Ah bah, très bien, il y a mon cinquième aussi. Josh Emmett, Youssef Zalal. Ouais. Pour aussi, voilà, Youssef, on a dit qu'il pouvait potentiellement, chez ses featherweight, chez ses moins de 66, faire un run. Donc, c'est déjà, Josh Emmett, c'est toujours un test. C'est toujours un test qui cogne fort. Donc, j'ai bien hâte de voir ce combat et de voir ce que peut donner Youssef Zalal dans ce match-up. On enchaîne le 11 octobre. Donc, Charles Oliveira contre To Be Determined. Hein, on ne sait pas encore, mais sans doute potentiellement Gamrot. Si c'est Gamrot, il rentre dans mon top 5. Hein. Oui, j'allais te le dire. J'allais dire la même chose, moi aussi. Ouais, je l'ai pas mis parce que j'ai pas le match-up. Si c'est Gamrot, il prend la place de Nurma Batista dans mon top 5. Ok. Non, moi, il rentre clairement. Zalal Emmett, ça saute. Hein. Je te le dis tout de suite. Et il monte pas 5e. Sans doute qu'il monte un peu plus haut si c'est Oliveira Gamrot. Sans doute 3, je dirais, quand on fera le top 5 complet. On a du Davison Figueiredo, Montel Jackson sur la même carte. Vicente Luque, Santiago Ponzi Nibio. Gabriel Bonfim, Randy Brown. Encore une belle carte qu'il y a à Rio. La semaine d'après, on sera à Vancouver. Madame Manon Fiorot affrontera Jasu Davicius, ça ce sera le co-main event. Mon top 1 dans le cœur et mon top 2 sportivement. On peut le comprendre, je te pose même pas la question pour le top 1 dans le cœur, c'est évident. 18 octobre donc, je le disais, le main event c'est Régnier de Reader contre Brendan Allen, ça aurait dû être Fluffy. Fluffy c'était top 2 pour moi si c'était ça. Ouais. Mais ce combat-là, je ne l'avais même pas dans mon top 5 pour le coup. De Reader Allen, je pense moi non plus. Parce que je pense que De Reader est largement au-dessus pour le coup. Mais ça va répondre quand même à des infos. Ouais. Ça va répondre à certaines infos, notamment sur le grappling de Reader. Bah pareil, on en a parlé dans le Jab Le grappling Culture, adapté au MMA, hein, je parlais. Bien sûr. Mais intéressant comme combat, mais ouais, il rentre moins que si ça avait été Fluffy. Donc le co-main, c'est Manon contre Jasmine. On a du Marlon Vera, Iman Zahabi. Mon troisième. Ça rentre. Ouais. Moi, Iman, que 2 défaites à l'UFC sur un très gros run. Ok, il va faire 38 ans, mais il est sur un très gros run et c'est, je pense, le plus important. Et justement, il a cette maturité maintenant pour gérer ces gros événements. Et il tape Vera, il se passe quoi? Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai test. Ouais, et puis j'ai vu son camp, il s'est préparé avec des mecs super forts. Il a fait un camp très sérieux. Il a fait le camp avec Manon aussi. Donc j'ai pu voir l'intensité qu'il mettait, son état de forme. Franchement, très intéressant. Ouais, non mais ce combat je l'aime bien aussi. Il faisait partie, quand j'ai fait la liste, je l'ai mis dans mes candidats possibles à remplir le top 5. Moi en amoureux des petits flyweight des moins de 57, on a du Bruno Silva, Young Sung Park, Azamat Bekoev, Yusri Belgaroui, qui est intéressant sur la carte aussi. Charles Jourdain qui sera là contre Davy Grant, ça peut donner aussi une bonne bagarre comme on aime. Kyle Nelson, Matt Frevola, enfin super carte pour une Fight Night, tu vois. Ça va être beaucoup mieux ces 2 Fight Night dont on vient de parler qu'une Fight Night dont on va parler dans quelques minutes, Aldric, du côté de Perth, le week-end prochain. Et ça finira tout ça à l'UFC 321, ce sera à Abu Dhabi le 25 octobre, avec bien entendu le Thomas Pinal, Cyril Gane pour le titre des poids lourds. C'est mon numéro 1, c'est ton numéro 1 aussi. Ouais, il y a trop. Déjà le match-up est cool, il y a l'enjeu de la ceinture pour Cyril et pour la France. T'as vu, je mettais ça pour ceux qui nous suivent sur Insta, notre truc poids lourd il a pas mal vieilli, hein. Il y a Pouya Ramani dans le camp de Cyril Gane. Tout à fait. J'ai très très impatient de voir ce combat-là quand même. On a vraiment envie de ça. Donc numéro 1 large, je l'ai posé direct quand j'ai fait stop. Virna Jandiroba, Mackenzie Dern pour le titre des strawweight, ce sera le co-main event de cet événement. Très intéressant ce combat, mais il ne fait pas partie de mon top 5. Non, il ne rentre pas non plus, mais ça pouvait faire partie des candidats. En effet, je suis d'accord. Alexander Volkov, Jailton Almeida, ça c'est peut-être pour désigner le futur challenger de Aspinall ou de Gane. Ça répond à des questions. Moi, je trouve la dernière perf de Jailton très décevante. Donc, est-ce que c'était un accident ? Ou est-ce qu'il est vraiment limité en poids lourd compte tenu de son gabarit et de son style? J'explique vite fait. Style axé sur la préhension. On sait que c'est un ancien 93. Est-ce qu'il a fini sa transition de poids en lourd? On en saura plus là parce que Volkov, c'est un vrai poids lourd. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis si tu le bats, je te dis, t'es candidat pour être le prochain challenger. Pour battre Volkov, il faut être capable de l'emmener par terre comme l'avait fait Aspinall. Mais il faut un vrai gars parce qu'il n'est pas mauvais en défense de lutte. Tu vois, donc pareil, est-ce que Jailton, c'est pas un imposteur, c'est pas vrai, mais dans cette catégorie poids lourd, pour rivaliser avec l'élite, il faut un gabarit aussi. Parce que la plupart de ces mecs font 117 kilos. Donc là, on va voir s'il a fini sa transition, entre guillemets, vers la catégorie. Parce que s'il est léger, ça passera pas contre Volkov. Ouais, puis t'as dit le mot élite, j'ai souvent dit, ils sont très peu en poids lourd à être vraiment élite. Donc là, t'as un test pour voir est-ce qu'il peut être candidat à ce statut-là et à mériter les gros combats contre
Aspinall ou Gane selon le vainqueur qui sortira d'Abu Dhabi. Alexander Rakic, Azamat Murzakanov, intéressant aussi. Ouais. Et Umar Nurmagomedov, Mario Bautista, qui était, moi, c'était celui-là où Ahmed Zalal, j'ai mis Ahmed Zalal pour le petit clin d'œil à Youssef Zalal, mais il me plaît aussi beaucoup. Ouais, parce que Bautista, il met en échec beaucoup de stars de l'UFC. Hein. Donc, regardez le combat contre Pachi. Attention à Bautista. Si tu rates ton takedown et que tu prends les coups, c'est pas facile. Hein. Tu sais que derrière ta phrase, j'avais bien sûr le nom de José Aldo qui tout de suite sonne mais, dans la tête. Mais bon, José Aldo, on sait, tu vois, sur la fin, il était quand même... Je veux pas dénigrer une de tes légendes, mais c'était un José plus éteint. Ah bah non, mais c'est moins motivé. On est loin du José des belles années, ça je suis d'accord avec toi. Mais donc, ce combat était hyper frustrant. Voilà. Bautista, il fait quand même beaucoup d'anti-jeux sur ce ça. combat-là. Il est récompensé d'ailleurs il aurait pu ne pas être récompensé. Pour exactement, mais j'accorde plus de crédit moi à la victoire contre Pachi. Oui, qui elle est nette et sans bavure, tu vois. José, c'est un peu, voilà. Est-ce que c'est plus José qui perd le combat que Bautista qui le gagne? Tu m'as compris. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, je refais ton top si j'ai bien compris. Aspinall Gane, Manon Jasmine, Eman Zahabi, Marlon Vera, Ousmane Nourma, Batista et Ankalaev Pereira. Ouais, ok. Donc moi j'avais Ahmed Zalal en 5, en 4 j'ai Manon Jasmine pour plein de raisons. Déjà le match-up je le trouve cool, il peut permettre à Manon de briller et il est pas facile. Jasmine elle est pas battue d'avance, elle est chez elle. J'ai envie de voir le rebond de Manon. Parce que j'ai vu aussi ces changements dans la façon d'aborder son camp de préparation pour celui-là. On l'a dit plusieurs fois, Aldric, tu sais, sortir d'une défaite pour le titre quand ça a été ton objectif, c'est parfois dur de rebondir. Bien sûr. Donc il y a on est très attendu, elle est très attendue. Il y a beaucoup de points d'interrogation et ça reste, c'est rare. Hein, on a eu Nassour récemment contre Caillot. C'est rare les match-ups de ce niveau-là pour des Français, tu vois, à l'UFC. Donc, en common event d'une belle fight night. Donc, voilà, beaucoup d'interrogations et d'envie de voir ce combat de Manon. En 3 pour Atan, quand même. Parce que, pas tant pour le match-up que ça, tu vois. Parce que le premier n'était pas non plus un combat hyper fun. Je parle franchement, au premier, il a quasiment pas touché une bille. Non. Même en striking, des fois, il était... Mais je te dis, moi, j'ai vu. Pour ceux qui avaient mon Instagram, la limousine à Vegas avec les stripteaseuses devant. Bon, moi j'étais contre mon gré, il y avait Manon avec moi. Hein, je plaide non coupable. Mais tu vois, cette image, je la prends parce qu'elle est marquante exprès. Au bout d'un moment, c'est pas ça être un champion. Donc, on sait qu'il a répondu présent à beaucoup de sollicitations extrasportives. Et je pense que c'était pas le vrai Pereira. Donc maintenant, est-ce que là, en ayant changé, t'as vu que là, il a fait aucun extra? Non, je suis d'accord. On l'a pas vu une fois. Déterminé. Donc, je veux voir. Moi aussi, je veux voir. Pareil, point d'interrogation en fait sur Poatan. Est-ce qu'il peut reprendre cette ceinture? Parce que même en striking, je l'ai trouvé dominé, moi. Bien sûr qu'il est dominé. Il est dominé en striking. Et ça a dû toucher son amour propre. Hein. Mais tu vois, quand j'ai préparé le podcast, je l'ai revu ce week-end. Je me rappelais plus comme ça. Ah si, il se fait dominer debout. Tu vois, moi dans ma tête, c'était rangé mémoire. Bon, il se fait dominer. Hein. De toute façon, il y a toujours eu, c'était toujours une fausse idée que se faisaient beaucoup de gens que Ankalaev allait lutter ou l'amener au sol. C'est pas son jeu, Ankalaev. Il est plus sur le striking. Debout. Et il a réussi à le dominer. Je te dis maintenant, amour propre, vraie prépa, plus de focus. J'ai vraiment envie de voir ce que fait Pereira dans cette revanche. Et puis, il y a plein d'implications. Parce que Pereira, qu'on le veuille ou non, c'est une des superstars de l'UFC aujourd'hui. S'il reprend cette ceinture, il a déjà quand même nettoyé. On ne va pas vous refaire toute la liste, mais il a quasiment nettoyé toute la KT. Hein, une grande partie. Moi, je pense que s'il prend, il monte. Ben voilà. C'est que s'il prend, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir. Tu as tellement de combos en fait, possibles dans l'année qui suivrait. Monter, prendre Aspinall ou Gane, selon ce que... Et les deux combats seraient hyper fun aussi. Chimaev, après, t'as vu, qui se fait un délire. Il est quand même pas très lourd, Alex. Là, il a mis un truc hier, une story, il est à 105. Non, pour un poids lourd, ça, c'est pas fou. Hein. C'est pas fait, mais c'est possible et ça te donne un super fight, moi, que ce soit Cyril ou Aspinall. Les gars, on se rend pas compte de ce que ça fait 10 kilos d'écart. Est-ce que c'est pas ce qui peut faire sortir un John Jones de sa retraite? Parce qu'un Pereira montrait. On te rappelle, on avait fait le scénario aussi où il irait prendre la ceinture. Pour moi, à 105 kilos, regarde, c'est ce que fait Gelton. Et il n'arrive pas à mettre en place son jeu de préhension à très haut niveau. Quand tu vois tous ces mecs à 115, 110, Cyril Gane, vous l'avez vu quand même à l'arrêt, vous avez vu le gabarit. Le bébé que c'est. Même que Poatan, il a la faute, 10 kilos, ça reste 10 kilos. C'est pour ça qu'il y a des catés de poids. Et je trouve, moi, que 105, c'est un poids normal pour un 93 kilos. Rien de fou. Et c'est très léger pour un poids lourd. Non, mais tu sais, on l'avait dit quand il y avait eu sur les réseaux sociaux une photo de lui, les gens disaient ça y est, ça veut dire qu'il monte, alors que rien du tout, c'était son poids habituel hors camp. Bien sûr que Pereira va laisser sans vie
tout le top 10, top 8, top 6, top 5 même de la caté poids lourd. Il n'a pas besoin de... Mais pour les 5 derniers, pour les boss de 5 niveaux, c'est plus dur. Mais c'est intéressant à voir et ça te fait des super fights. Et puis il y a le scénar, parce qu'on l'a dit, si Chimaev il te fait qu'une ou deux défenses ou qu'il veut pas rester très longtemps en 84 et que ça l'intéresse vraiment, t'as un autre super fight énorme. S'il pouvait un tout petit peu se remonter les manches, Chimaev, parce que la KT elle est dingue. Oui, je suis d'accord. Tant mieux pour Nassour s'il monte. Hein. Mais il y a tellement de match-up hyper intéressants à faire dans cette KT 84. Début d'année, on espère, on croise les doigts. Début d'année pour le début avec Paramount, ils vont te sortir un Chimaev. Mais le scénar où un Chimaev décide de monter dans moins d'un an. Ouais, peut-être 2020. Moi, je le vois monter en 2027. Mais... Si Pereira a la ceinture, super fight aussi. Tu vois, donc il y a beaucoup d'implications au fait que Poatan reprenne ou non cette ceinture. Et puis après, si c'est Ankalaev qui la garde, tu as aussi de nouveaux match-ups possibles chez ces moins de 93. Tu sais qu'il a moins nettoyé. Hors combat, Dricus et Pereira, c'est pas loin du même poids. Hein. Ouais. Sans doute. Vraiment, on n'est pas très loin à mon avis. Hein. Dricus. Je te jure. Petite dédicace. Je pense que hors combat, Dricus, ça doit être aux alentours des 100. Pereira, il nous s'est pesé lui-même à 105. T'as compris, hein. Et mon numéro 2, moi, c'est Merab contre Sandhagen. Parce que j'adore le match-up. Je le trouve très cool. Je pense que Merab va s'imposer. Enfin, quand on fera la preview, on en parlera plus. Ça répond aussi à des questions sur le niveau de Merab, parce que Sandhagen, il a posé problème à Ousmane. Notamment sur tout ce qui est Gambirol, pour ceux qui aiment bien regarder excellent ça. Combattant, tu vois. Mais je pense, moi, que sur Merab, en fait, il a... Parce que le Gambirol et tous ces trucs-là, ça marche sur des contrôles de lutteurs. Merab, je le redis, ils ont cette familiarité avec le Jiu-Jitsu via Aljamain, via tout leur passif. Matsera, qui était dans le coin de Aljamain il n'y a pas si longtemps, mais je crois qu'il est toujours dans le coin de Merab en plus. Ouais. Donc, c'est fort au sol. Et j'ai peur que tout ce qui est Gambirol que fait... il fait quasiment que ça, Sandhagen. Il cherche pas à recomposer différemment, il roule. T'as peur que ça marche pas avec lui. Ouais. C'est sans doute, c'est aussi pour ces raisons-là que je le mets assez favori, Merab. Et puis moi, la raison pour laquelle je le mets 2, c'est que Merab, pour moi, c'est dans les 4 meilleurs combattants de la planète aujourd'hui. Pound for pound, Topuria, Makhachev, Pantoja, Merab. Et qu'en fait, quand Merab il combat, et il est très actif, c'est incontournable, quoi. Il faut regarder Merab Dvalishvili combattre. C'est un mec qui est en train d'écrire un peu l'histoire de Moi, j'ai mis certains combats pour être un peu original. Oui, mais t'as raison, c'est bien. T'as raison, Merab indétrônable. C'est bien qu'on n'ait pas le même top aussi. En tout cas, ce mois d'octobre va être fou, Aldric. Et tu pars très bientôt au Canada, donc plein de force à Manon. Et on suivra ça, bien sûr. On se voit encore, on va faire le Jap Culture ensemble. Et puis après, vous me verrez en petite télé. Dans la petite télé, exactement. Mais toujours avec les autres feats, c'est important. Tu ne déroges pas à la règle. Nous avons un pari que nous révélerons quand ce sera le moment. On a parlé de belle Fight Night à venir. Est-ce qu'on va parler d'une Fight Night un peu moins cool à venir? C'est ce week-end. Tu vois, c'est là que je préfère les caribous. Hein. Ouais, là, c'est ce week-end à Perth, en Australie, avec cette UFC Fight Night. Donc, on va parler du main event, Carlos Ulberg contre Dominic Reyes, parce que c'est intéressant et qu'il y a même un run possible à faire pour Reyes et une confirmation à avoir pour Ulberg. On va parler un peu du reste aussi. Mais on va pas se mentir, c'est pas folichon du tout. Alors, 2-3 petits chiffres de contexte, Aldric. On a que 3 combattants classés sur la carte. Donc, Ulberg, qui est numéro 3 en light heavyweight, Dominic Reyes, qui est numéro 7 en light heavyweight. Derrière, c'est Luma Luke Bonmi. J'espère que je l'ai bien prononcé, la Thaïlandaise. Numéro 14 chez les strawweight, qui fera face à la Brésilienne Alexia Tainara. Il y a sur un seul combat qui n'a pas d'Australien ou de Néo-Zélandais. 100% de la main carte ont un Australien ou un Néo-Zélandais. Il n'y a qu'un combat en prélim qui n'en a pas. C'est celui-là. C'est la Thaïlandaise contre la Brésilienne. En fait, comme on le dit toujours, c'est pas parce qu'il n'y a pas des noms que tu connais qu'il va pas y avoir des combats très fun. Non, il y a des trucs qui sont intéressants quand même. Exactement, je suis d'accord. Mais c'est une soirée, Aldric, qui, à part le main event, ne va rien changer dans des classements ou dans des trucs qu'on attend. Après, le co-main, c'est 2 mecs qui sortent de défaite. On va en reparler aussi. Après, Alex, regarde, à Paris, nous, les Français, alors nous, on a la chance qu'on est un peu en avance en termes de classement. Je parle sur les Australiens. Donc, on a eu Nassour, on a eu Benoît, qui sont des top contenders dans leur KT. Et on devait avoir Luzen Keita contre Pitbull. Ça, tu vois. Ouais. Mais, et puis parce qu'on fait une coalition un peu avec la Belgique sur cette carte où il y avait des trucs intéressants. Il y avait les débuts d'Axel pour moi qui sont importants. Mais après, regarde, on est quand même content de combats français ou de combats avec des Français. Bien sûr, non, je suis d'accord. Même s'ils ne sont pas classés. Là, quand tu regardes bien, il y a beaucoup de locaux. Donc, même si sportivement, elle ne nous parle pas à nous, je pense que le public est content quand même. Il est top. Pour le public local, c'est top. Et après, sportivement, on peut trouver des trucs. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On peut trouver des trucs. Et si tu veux, je te donne carrément le 2e combat en direct. Michel Montag, qui a été numéro 1 IMAF et qui fait ses débuts. Alors, elle a un record immaculé en pro. Elle a 6-0. Elle a beaucoup de qualité. C'est en bantam, hein, c'est en moins de 61. Et du coup, elle prend Luana Carolina, qui est un peu
gatekeeper du niveau UFC, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas, tu vois, je veux dire, c'est pas top 15. Il y a des levels dans les gatekeepers. Ouais, tu vois. Elle, c'est la clé. C'est le boss du premier niveau, en fait. C'est juste pour voir si tu as ta place dans la ligue. Tu sais, elle garantit aucun top 10, aucun top 15, rien du tout. Elle t'arrive. Est-ce que t'es labellisé pour aller à l'UFC? Oui, non. Voilà. Luana, c'est ça. C'est une strikeuse qui est pas mauvaise, mais pas folle. On l'a vu se faire éteindre par l'anglaise qui a pris sa retraite de Liverpool. Molly McCann. Molly McCann. Elle s'était fait éteindre sur un backfist, je crois, par Molly. Mais c'est solide. C'est solide, tu vois. Voilà. Donc, Luana Carolina, qui est quand même capable de faire et 57 et 61. Voilà. C'est un peu la bouche-trou. Elle a... tiens, je l'ai, son run à l'UFC. Pourquoi je vais te donner un truc mais t'as raison. Et on va y revenir sur d'autres combats aussi. Il y a des combats qui peuvent être fun. Tu vois, à l'UFC. Mais il y a moins d'implication, tu vois, quand tu compares avec Paris. Non, mais même des mecs hors top 15 parce qu'on est en avance sur eux, Alex. Voilà. Aujourd'hui, il devait y avoir Fares qui prétendait au top 15. Eux, ils ont déjà mis Mularqué, qui est un combattant excitant. Pourquoi pas. D'ailleurs, qui avait croisé la route de Fares à une époque. Mularqué, ça fait partie de mes combats où, en effet, ça peut être très fun. C'est le troisième combat. Non, donc quand je disais pas folichon, c'est pas pour dire qu'on va s'ennuyer devant. Mais il n'y a pas beaucoup d'implication dans les classements. Vu le niveau des mecs aujourd'hui. Et quand tu vois qu'on vient de donner quand même les 2 Fight Night qu'on a donné d'octobre, donc entre Paris et ces Fight Night d'octobre, la Fight Night, c'est celle-là. Oui, ça, tu vois, c'est moyen. Non, mais je suis d'accord. En termes d'attente pour les gens. Sportivement, pour nous, il est pas fou. Il y a un côté en plus assez fun, c'est fun sur ça, c'est le public de Perf. Là, ils sont passés de très lourd à quand même beaucoup moins lourd, puisqu'il y a eu que 3 événements dans l'histoire de la RAC Arena à Perth où ils retournent là. Il y a un accord avec le gouvernement local entre TKO Group et eux depuis quelques années, depuis 2024. Mais ils avaient fait l'UFC 221, Romero Rockhold en février 2018. Tu sais que sur la main card, je me suis marré parce que je revoyais les events, je voulais voir ce qu'il y avait dessus. Il y avait Tai Tuivasa, Cyril Asker. Ah oui, Cyril de la Bushido Academy d'Avignon, des frères Schiavo, qu'on salue parce que je sais qu'ils regardent le podcast. C'était sur la main card. Et tu sais qui y avait en prélim? Comme quoi, ça veut rien dire au moment T. Et dans quelques années, on peut revoir des cartes et s'amuser beaucoup. En prélim, il y a Israel Adesanya contre Rob Wilkinson. Le combat d'avant, c'est Alex Volkanovski contre Jeremy Kennedy. C'est fou, hein. T'enchaînais en prélim. Il faut bien démarrer. Hein. Ouais, Volka et Adesanya en enchaînement en prélim. Sur cette carte-là, fou. Donc c'était février 2018. Ils ont ensuite eu l'UFC 284 en février 2023, Makhachev Volkanovski 1, excusez du peu, et l'UFC 305 en août 2024, Dricus contre Adesanya. T'imagines? Et là, on passe à ça. Ouais, mais... tu vois, c'est fou quand même dans l'accord qu'ils ont eu t'as 3 blockbusters de fou. Ils ont fait un événement un peu plus régional. Mais où il y a pas mal de mecs du City Kickboxing. Le premier combat, pour info, il devait avoir lieu au Dana White Contender Series. Je sais pas lequel des deux a pull out. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la carte directement. Ouais. Tu vois, donc là, le mec, il a eu son contrat gratuit. Le mec qui va perdre, t'imagines là dans ce combat, il aurait dû disparaître au fin fond des classements de MMA et servir de cible à n'importe quel prospect. Ben là, il a signé quand même un 4 à l'UFC, tu vois. Donc il y a eu des bons trucs. Ils ont misé absolument sur le local. C'est du local. Pas mal de mecs du City Kickboxing, Michel Montag dont je te parlais, Jamie Mularkey qui est toujours spectaculaire, des jeunes combattants aussi, tu vois. Oui, en gros, même Jenkins, que je vais te parler dans le co-main, il a combattu quasiment qu'en Australie. Enfin, il est connu bien sur la scène locale. T'as raison, hein, il y a des... Je te dis pas que le public va pas vivre un bon moment ou une bonne soirée, mais c'est sûr que c'est pas celle qui va faire la plus grosse audience du côté des États-Unis ou quoi. Et effectivement, il y a quand même pas mal de mecs qui ont perdu leur expérience américaine et qui rapatrient sur des défaites. Par exemple, Josias Musana et Colby Thickness, les deux ont perdu. Tu vois, ils sont tous les deux à 0-1 à l'UFC, donc malheur aux perdants. Mais il y a le... Même si Kevin avait été prévenu 3 semaines avant, qu'il lui avait fait un petit coup de pression pour qu'il combatte, Jonathan Mikalev fait pas mal quand même. Contre Peter Urban-Elliott, c'est un beau combat aussi. Ouais, non, franchement, je te suis là-dessus. Ça m'avait fait marrer quand même quand j'ai vu la différence entre les événements qu'il y avait avant à Perth et celui-là. Tu me connais, j'ai été fouiné un peu et donc j'ai été regarder le communiqué du TKO Group qui annonçait le partenariat avec Perth en 2024, qui a été renouvelé d'ailleurs en 2025. Et donc en 2024, ils font cette annonce pour 2 événements. Donc il y avait l'UFC 305 qui était compris. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils disent 2 événements blockbuster seront à Perth. Donc UFC 305 et une Exciting Fight Night. Ils ont été un peu sur le communiqué. Non, pour les locaux. Ils ont été un peu fort. Blockbuster, ça y va un peu fort. Blockbuster. Mais pour les locaux, ça m'a fait sourire. Pour les locaux, je comprends que ce soit excitant. Mais... Exciting Fight Night, je peux entendre. Blockbuster,
calmez-vous les gars. Et donc ce partenariat était étendu en début d'année 2025 pour info, pour 4 événements en plus du TKO Group. Donc il y aura 3 de la WWE sur un même week-end, un peu comme ils ont fait à Paris. L'événement du vendredi, la SmackDown, le truc du dimanche, Premium Event et Monday Night Raw le lundi. Et un événement donc ils retrouveront un numéroté UFC en 2026. Perf. Donc il y aura, tu vois, on va revenir sur un événement, je pense, avec des gros noms. Reste à savoir comment ils numérotent. Est-ce que c'est un numéroté normal ou est-ce qu'ils se mettent aux heures américaines? Parce que c'est un peu compliqué chez eux aussi avec le décalage horaire. Complètement. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, tu sais, ça peut ressembler aussi, par exemple, à Adesanya MVP. Ouais. À peur, c'est pas mal. Ouais, t'as raison. À peur, c'est pas mal du tout. Donc ça sera pour 2026. On passe au main event. Aldric, qui est quand même le combat avec le plus d'implication largement de cette carte, qui sera pas forcément le combat le plus fun, pour le coup. C'est les light heavyweight. Ouais, mais Hülberg, il met beaucoup d'intensité quand même. Oui, mais après, c'est... Et Reyes aussi, normalement, après, techniquement, parfois, c'est dur. Hülberg. Bah, Hülberg, à part son premier combat à l'UFC qu'il perd, il est sur un gros run. Ouais, 8 victoires de suite. Très intéressant. Et globalement, il finit quand même. Même si c'est pas tout le temps, il est sur 2 décisions, c'est tout. Hein. Ouais, bon, des fois, on fait un peu une généralité. Les deux, Blachowicz et Volkan, c'est dur quand même. Bien sûr. Tu vois, Volkan, le niveau commence à monter. Ouais, on dit ce qu'on veut contre Volkan, mais il est très dur à finir. Et ça fait des années qu'il est là-dedans. Le mec a pris Cormier. Hein. Tu vois, c'est un vieux de la vieille de l'UFC. Donc, Volkan, dur. Donc, Blachowicz cherche un champion. Et faire la décision contre Jan Blachowicz, c'est aussi. Donc, mais à part ces 2 combats, il finit. Il met de l'intensité. Il est très, très physique. J'ai envie de voir comment Reyes va gérer cette intensité parce que c'est un vrai athlète. Même si tu peux ne pas être très excité par la KT, moi-même, des fois, je tire dessus. La catégorie, elle est rincée. C'est un oui, c'est moi qui ai dit ce mot. Mais globalement, ce combat-là est très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Quand même, puis il y a beaucoup d'implications. Tu les as cités, donc Blachowicz, Ozdemir, juste avant, c'était Menifield. Donc il a quand même 3 victoires sur des top 15 actuels. Tu vois, pour reprendre, puis il a fini Menifield. Hein. Ouais, pour reprendre la stat qu'on prenait dans notre numéro de Jab Culture. Donc c'est un beau run sur lequel il est. 8 victoires de suite. Tout le monde ne le fait pas à l'UFC. Hein. Donc c'est un test de confirmation pour Hülberg. Est-ce que, en gros, tu peux être le challenger là, du vainqueur de l'UFC 320, d'Ankalaev ou Pereira. Est-ce que tu peux être ce challenger même, pour le prochain title shot? Mais je dis pas ça pour vendre l'event, j'ai aucun intérêt là-dedans, je serais peut-être encore moins dans l'avion. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a ce Hülberg qui arrive et qui est sur un run magnifique à l'UFC. T'as Reyes, après sa très très mauvaise passe en 2020, il a pris 2 ans pour se refaire une santé mentale et physique et psychique, et il revient, il est sur quoi, 3 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises. Destin Jacobi, Anthony Smith, Nikita Krylov. Pas mal aussi, tu vois. Donc, pas mal. Avec que des finishes round 1 en round 2. Exactement. Hein. Donc, moi, je pense que... Moi, je le vois excitant. Je sais pas, toi, tu me dis, c'est pas sûr. Moi, je vois qu'ils vont se rentrer dedans. Oui, il n'est pas à l'économie non plus depuis que... Non, mais en vrai, t'as raison. J'ai été méchant. Parce que t'as été dur, t'es toujours dur. T'as raison, ils vont se rentrer dedans, ces mecs-là. Reyes, c'est quand même spécial, sa carrière. Il commence à l'UFC. 6 victoires de suite. Avec des noms, hein. T'as du Canonnier, de Saint-Preux, Ozdemir, Weidman, pour aller jusqu'au titre contre John Jones. Là, t'as 4 défaites de suite. Et maintenant, il recommence un run avec des victoires de suite et des finishes. Tu m'en parlais, on va pas mettre tu sais, si on va pas mettre les petits violons derrière ce que je te dis, mais quand tu rates ta chance pour le titre, il faut être très prudent sur la suite, pas reprendre trop tôt, être capable de changer parce que tu te plantes et tu dis, c'est pas grave, on va fermer la prochaine fois, mais on change rien. Non. Il faut changer des choses et ça peut être... il faut prendre ça très au sérieux parce que le Graal pour tout entraîneur et fighter, c'est d'aller chercher cette ceinture. Mais si tu la ramènes pas, il faut... La vie ne reprend pas son cours. Il y a toujours une fracture derrière ça. Il faut être capable de prendre les bonnes décisions pour que l'athlète puisse passer ce cap et pouvoir recontextualiser et repartir de nouveau. Il y en a plein qui l'ont fait, mais il y en a qui ne le font pas. Et Reyes, il lui a fallu du temps. En vrai, c'est la vie, Aldric. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà du combat, quand tu as un gros objectif de vie et que tu échoues à cet objectif, des fois, c'est dur de repartir. Bien sûr. Dans tous les secteurs de la vie. Il faut prendre les bonnes décisions, prendre son temps et surtout être bien encadré. Et concernant Reyes, j'ai envie de voir. Là, il y en a un des deux. C'est toujours dramatique, tu vois, mais il y en a un des deux, le run va s'arrêter. Alors, celui d'Hülberg est plus beau que celui de Reyes pour moi, mais Reyes reste solide. Il a déjà accompli des trucs magnifiques par le passé. Et en plus, franchement, je comprends qu'il ait fait sa micro-dépression parce que pour moi, il y a un problème quand même sur son échec. Oui. Je vais t'ouvrir ça. C'était ma petite parenthèse sur ce combat-là avant qu'on finisse l'analyse technique de ce main event. Il a été battu. Il a battu John Jones en février 2020. C'est ça le problème, c'est que moi, je te dis la vérité. Pareil, review du combat. Alors,
Je le vois différemment parce qu'on est aussi très imprégné de ces nouvelles règles maintenant. Non, pour moi, il gagne. Il prend un 2-3. Il prend... Moi, j'en démords pas. J'ai même été vérifié parce que je savais qu'on l'ouvrirait quand même pour sourire ce débat-là. Sur MMA Décision, déjà, la majorité des journalistes le donnent sur le moment, sur le soir même. 77% des gens qui ont donné des cartes, donc des fans qui donnent leurs cartes sur le site, ont donné Reyes. Les 3 premiers, je crois qu'il n'y a pas un des rounds où les votes du public est à moins de 80 ou 85%. Il a gagné ce combat. Il aurait dû être champion. Et là, c'est là où... c'est vrai que la descente aux enfers, elle est encore plus difficile. Elle devient intéressante. Si tu perds. Mais si tu perds en plus qu'on t'a volé, ou on t'a volé, ou t'as ce sentiment-là, c'est une catastrophe. Je suis d'accord. C'est très dur de repartir. Bah oui. En plus, t'as raté le titre. T'as raté de battre John Jones. Tu vois ce que je veux dire? Sa vie, elle aurait tellement changé en termes de... Là, franchement, on va pas spéculer, mais même s'il repère derrière à la revanche... T'as battu John Jones. Oui, mais ta vie, elle a changé de 5 millions de dollars. Oui, complet. Elle change financièrement. T'as quand même... 5 millions de dollars, c'est beaucoup quand même. Il a une défaite Jones, mais on sait que c'est les coudes et la disqualification, alors qu'il dominait le combat. C'est une défaite un peu avec un astérisque, quoi. Là, t'as battu John Jones. Justine, combien de paires de baskets on achète avec 5 millions de dollars? Il faudrait que tu aies une nouvelle pièce. C'est ça. Là, il faut un château, Alex. Mais tu te rends compte? Donc, là, sa vie aurait changé. On vire la chambre, on vire tout. Hein. Tu m'étonnes qu'il faut 2 ans pour digérer ça. Ta vie, elle aurait changé. Très, très compliqué. Sport. Et puis, je vais te dire un truc. Si c'est vraiment le champion qu'il pense être, tu penses même pas à l'argent. C'est-à-dire que tu as battu le GOAT, le numéro 1 au monde. Et je pense que les 2 années où il a pas combattu, elles étaient nécessaires. Et derrière, je pense même que c'était même pas... Tu vois, il fallait même rien reprendre derrière, moi, je dis. Tu vois, tu vois ils ont voulu reprendre jusqu'en 2022. Et derrière, tu as Blachowicz, Prochaska et Span qui lui tombent dessus. Alors que franchement, il a un niveau... Mais moi, j'ai un petit doute quand même sur le niveau. Je sais pas. Parce que je te dis la vérité, Jacoby, Smith et Krylov, c'est pas le top niveau quand même. Non, je suis d'accord. Donc, au moment où on se parle, vu que c'est pas moi qui l'entraîne et que je l'ai pas vu à l'entraînement sur un tatami, est-ce qu'il a repris ce niveau qu'il avait à un moment de 2020, Jones. Je sais pas en fait. Je sais pas. Il aurait gardé quelques mois en plus, sûr, là, parce qu'ils n'auraient pas fait la revanche tout de suite, puisque c'est 1 mois avant le Covid. Donc en plus, tu vois, je pense que pendant quelques mois, il aurait été champion avec sa ceinture. Mais je te garantis, les gains spéculés, c'est 5 millions minimum qu'il aurait pu prendre en plus. Donc tout ça est très difficile. Et là, je te dis, je sais pas le niveau qu'il a repris. Le run est bien. De toute façon, au bout d'un moment, il faut se tester. Et Hulberg, pour moi, c'est très fort. Hein. Je te dis franchement, c'est l'intensité, c'est vraiment souvent, et on voit Reyes, il n'a pas toujours arboré un physique très musculeux. Tu vois, il est longiligne. Reyes, on le connaît, on sait qu'il cogne dur. Est-ce qu'il cogne aussi dur qu'avant? Point d'interrogation. Hulberg, c'est un vrai athlète. C'est un monstre. Je pense qu'il recogne aussi dur qu'avant. On va avoir des réponses. Moi, j'ai pas de favori là-dessus, mais j'ai une très grosse interrogation sportive et une curiosité. Et je me dis, on va voir. L'athlète qui est Hulberg contre le punch de Reyes, à voir. En tout cas, tu vois, plus on y réfléchissait quand on parlait, plus je pense. Je sais pas s'il y en a une plus haute dans l'histoire de l'UFC en rapport de défaites controversées comme ça, c'est-à-dire que tout le monde quasiment pense que tu as gagné. À quel point elle aurait changé sa vie. Enfin, c'est complètement dingue en fait ce qu'il a parce que pour moi, par rapport au combat, mince, le Suédois. Gustafsson. De Gustafsson, merci. On va utiliser le langage des gosses, c'est moins pire. Je trouve que Gustafsson, il y a débat, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, tu vois. Non, là, c'est flagrant. Oui, mais oui. Là, il y a 3 rounds, il n'y a pas de discussion possible. Non, et c'est vraiment, c'est une dinguerie, en vrai, d'avoir ce switch-là qui aurait pu à tel point changer des choses pour toi. C'est complètement fou. On finit sur l'analyse technique de Hulberg Reyes, mais on va en profiter pour te donner le favori. Comme ça, on va débattre de ça pour finir là-dessus. Oui. Donc, c'est le moment où on rappelle que Winamax nous accompagne pour le développement de Jab Life, de Aldric Enerby, de Jab Culture depuis quelques semaines, quelques mois. Maintenant même, Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB10. Les rappels habituels, Aldric, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Les jeunes qui nous écoutent, vous déconnez surtout pas avec ça. Et pour les autres, on joue de façon responsable. On ne mise pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre juste si on veut avoir un petit coup d'adrénaline en plus et qu'on aime jouer. Mais on joue de façon responsable. On se met pas en danger, les gars. C'est le plus important. Carlos Hulberg, le néo-zélandais contre Dominique Reyes, l'américain. Les cotes, Aldric, Carlos Hulberg, 1,33. Dominique Reyes, 2,90. Ouais, il y a clairement un favori. Ouais. Ça va avec mon analyse parce que je te dis, Hulberg, il a montré. C'est le moment présent. Reyes, t'es pas sûr. On spécule. On spécule.
En fait, je la vois un peu trop haute, moi, perso. Je mettrais Hulberg favori, mais je la vois pas aussi haute que ça. Après, tu as compris les algorithmes, c'est fait pour que Oui, les gens bien sûr, ils t'as soient raison. incités à parier sur Reyes, les cotes. Mais... En fait, je pense qu'on peut avoir Ah, mais on peut se tromper. un moment où Hulberg, on se rend compte que c'est pas le mec qu'on On pense peut se tromper. être. Moi, je pense j'ai que... j'ai le sentiment intérieurement que Reyes va nous montrer qu'Hulberg n'est pas le mec qui pense être. Alex, moi, je te donne mon avis. Je pense qu'il est vraiment essentiellement athlétique, Carlos Hulberg. Il manque un petit peu de technique. Et si, et je dis bien si, Reyes a retrouvé le niveau qui était le sien en 2020, pré-Covid, pardon, on peut avoir une surprise. Ouais, mais en fait, on peut pas l'affirmer. Non, j'affirme rien du tout, tu vois. Et je mettrais quand même Hulberg favori, parce qu'en plus, il le mérite après un run comme ça et les performances qu'il a fait. Mais technique. Voilà, intensité, athlétique, ok. Mais est-ce que 5 ans techniquement, plus tard... c'est quand même assez limité. Oui. Et j'ai l'impression qu'un Reyes peut avoir ses armes techniques. Tu as raison, mais la question pour l'empêcher de développer son jeu et contrer cette intensité. Ce combat contre John Jones, on a un mec qui fait un run plutôt relâché et qui profite des faiblesses de la catégorie pour prendre un peu d'oseille. On va se parler franchement. Ça, c'est le cas numéro 1 et c'est, je pense, ce sur quoi on pris en compte les parieurs, enfin ceux qui déterminent des cotes en tout cas, ou est-ce qu'on a vraiment un mec qui lâche rien et qui est capable de revenir dans le game et qui malgré ses 35 ans est à 100% et c'est à retrouver un niveau même supérieur à celui qu'il avait contre Jones? On ne sait pas. Parce que Reyes, il bat Hulberg là, chez lui, enfin pas chez lui exactement, mais c'est dans le pays voisin, il est challenger, hein, oui. Aldric. Après Ankalaev Pereira, il est challenger. Il peut rentrer dans ce débat. En plus, même si Pereira reprend, pour le coup, c'est pas un mec qui a affronté Pereira, tu vois, par rapport à tous les autres qu'il a nettoyés. Non, mais il peut faire la ceinture dans 2 combats. Enfin, dans 2 combats pour lui, quoi. Ouais. Le vainqueur fera, clairement. Le vainqueur mais de fera toute façon, la ceinture. clairement, je pense que c'est une demi-finale mondiale, ça. Oui. Bah, t'as le Prochaska Roundtree aussi, qui sera sur l'UFC 320 aussi. Mais les deux ont eu leur chance. Voilà. Toujours même si moi je te dis. Surtout si Pereira reprend la ceinture. Moi, Roundtree, pour moi, c'est un des plus forts de la KT. C'est pas parce que Pereira l'a battu. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Roundtree, il roule sur beaucoup de gens quand même. Mais si Pereira reprend la ceinture, c'est plus ça la demi-finale. C'est Hulberg Reyes parce que ça te donne un match-up 9. En Kalaev, ça se débat. Ça va dépendre des performances des autres. Moi, Roundtree en Kalaev, j'aimerais voir. Ouais, aussi, je suis d'accord. Mais on va déjà voir ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Et je te propose un deuxième pari sur ce Hulberg Reyes par rapport à ton intensité. Tu avais raison, j'ai été un peu dur parce qu'il peut être très excitant ce combat-là. C'est toujours dur. Nombre de rounds. Plus de 2 rounds et demi, la cote elle est à 2. Moins de 2 rounds et demi, la cote elle est à 1,52. Moi j'allais te dire ça se finit au moins de 3. Donc tu peux faire moins de 3, moins de 2,5. C'est 2,5 qui nous disent. Ouais, moins de 2,5, tu vois, c'est un peu plus risqué, mais je pense que ce combat fait pas 5 rounds. Non, ça n'a pas le potentiel de faire 5 rounds. 3, ce serait déjà beau en fait, vu ce qu'ils vont parce qu'ils vont s'envoyer dans la tête. C'est pour ça que tu as raison qu'il y a un côté excitant quand même. On passe au reste de la carte, le co-main notamment, donc Jack Jenkins, Ramon Taveras. Donc Jenkins sort d'une défaite. Les deux sortent d'une défaite. Et Taveras sort d'une défaite. Jenkins, je te disais, c'est marrant, depuis son arrivée, il est arrivé via les Contenders en 2022. C'est son 6e combat à l'UFC, il a combattu qu'une seule fois, pas en Australie. C'est vraiment le mec que tu sors sur toutes les cartes australiennes pour le public local. C'est pas... Tu vois, une nouvelle fois, c'est pas sur le combat qu'on peut voir, mais sur un co-main event. C'est 2 mecs qui sortent de défaite. Tu vois, tu vas pas faire avancer rien du tout dans cette KT. On est chez les moins de 66. Donc ça va pas brusquer la KT 66. Hein. Voilà. Je te dis pas que ça peut pas être un combat cool, mais tu fais pas avancer grand chose avec ce genre de je te prends le problème à l'envers. Tu voulais mettre qui? Non, je sais. Israël, c'est en stand-by. T'as rien. Volka stand-by. Ouais. Non, je suis d'accord avec lui. Il y a personne de star local. Whittaker a combattu il y a pas si longtemps. Tu peux plus. En fait, c'est presque Whittaker qu'ils auraient dû garder pour faire ça. C'est ça. Mais écoute. Tu mettais Whittaker en main et tu mettais la demi-finale mondiale en co-main ou tu vois. Après, je sais pas, moi tu vas ça, sinon, mais moi une bonne bagarre de part. Pitié. Je rigole, hein. Si vous entendez mon rire, je rigole. Mais t'as raison, en vrai, sur tout ce que tu vois. Moularki. Moi, tu me demandes mon avis à moi? Moi, je mets Nilmani. Ouais, ok. Bah, c'est un des autres combats que j'avais noté qui peut être intéressant à parler. Ouais, exactement. Matthews contre Mani. Quand même, t'as même un petit nom avec Mani et tout, tu vois. Parce que quand même, mine de rien, Phil Rowe, Francisco Prado, Christian Giucani, c'est pas mauvais quand même le run de Jack Matthews. Non, tu vois, complet. Donc moi, tu me demandes mon avis, Neil Manny, Jack Matthews. Moi, c'était co-main. Après, j'aime bien. Alors, la petite Thaïlandaise, elle me fait rire, mais tu sais qu'elle était classée en boxe thaï à
46 ou 47 quand même. Ouais, ok. Mais c'est toujours rigolo à regarder, le Nalok Bumi. Oui, après, ça méritait pas un co-main. Hein. Il y a le Navarro Sterling qui est intéressant à 7-0, qui vient du City Kickboxing aussi, qui est sur 2-0 à l'UFC et 1-0 au Dana White Contender Series. Ça se regarde. Bon, Justin Tafa, je passe. J'ai piscine pendant le combat. Il y a Jimmy Crute qui est sur la même carte. Ouais, pareil. Je te dis ce qui, sportivement, moi, me plaît. Ça me plaît pas énorme. Quoi. Moi, ce qui me plaît sportivement, Jonathan Mikalev, la petite Lokboumi, Navarro Sterling, intéressant. Les débuts de Michel Montag, intéressant aussi. Et Mullarquet. Voilà. Ouais. Donc, il y en a quand même quelques-uns sportivement qui sont pas inintéressants. Tom Nolan, Charlie Campbell, peut être sympa aussi. Ouais. Non, mais c'est pas fou. Hein, c'est pas fou. Moi, en tant que passionné et analyste, c'est plutôt ces combats-là. Donc, ça fait quelques-uns quand même. Ouais, bien sûr. Non, je suis d'accord. Elle est pas si moribonde que ça, mais elle est très locale. Et il faut être un peu creusé. Il faut aller chercher dans des top 30, top 50 mondiaux pour trouver un intérêt. Mais il y a un intérêt sportif sur certains de ces combats. Intérêt sportif, peut y avoir du combat excitant. Mais tu vois, en vrai même Montag, hein, Alex, à 61, ça va vite. Hein. Ça peut aller très très vite même. Non, mais en vrai, c'est plus quand même, tu vois, tu vas plus vers une carte de spécialistes, de vrais amoureux du MMA qui regardent toutes les cartes et qui connaissent tous les mecs. C'est pas sur celle-là que tu auras le plus de grand public présent sur ESPN, même si c'est la fin du contrat ESPN, mais c'est toujours sur ESPN aux États-Unis ou sur RMC Sport. C'est pas les cartes où tu vas faire le plus de monde. Après, pour faire un parallèle, vous avez vu quand on a parlé il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je vous ai parlé des débuts de Sabrina Souza au PFL. Je dis que c'était double championne du monde IMAF. Bah voilà, Montag, c'est à peu près ce niveau-là. Elle a perdu contre 2 fois contre Souza, 2 fois par décision. Donc c'est quand même un gros niveau. Et je pense qu'elle a un fight IQ plus important que la petite de Souza. Donc à voir. À voir à 61 ce que ça va donner et si elle va être capable de gravir ses échelons. Mais elle n'est pas mauvaise et c'est assez intelligent dans l'appréhension, dans la façon de mixer boxe et lutte. Donc il y a des... Mais c'est très, très technique, très tacticien, très large, tu vois, sur le truc. Il n'y a pas de combat à part le main event qui ont une incidence directe sur le top et sur les prochaines ceintures. J'espère que dans leur numéroté l'an prochain, ils leur mettront des stars. Ça leur compensera ça. Mais t'as raison, le public local va s'amuser. Et puis c'est l'important. Quand même que le public qui est dans la salle prenne un événement et prenne du kiff là-dessus. Autre chose à dire sur cette carte-là où on peut passer parce qu'on va avoir une bonne partie débrief hexagone quand même. Il y avait un gros hexagone au Zénith de Paris. Dernière news UFC que j'ai vu passer parce que on l'avait dit direct quand Delija a battu Tibura à Paris. On avait dit il faut le mettre contre Waldo Cortés Acosta. Ce sera le combat le 1er novembre à l'Apex de Las Vegas. Bon, après lui, vu l'âge qu'il a, faut pas perdre de temps. Non, t'as raison, il faut l'accélérer. C'est Steve Garcia, David Onama qui est prévu en main event, mais c'est lui en co-main. Ça pourrait même être le main pour le coup. J'aime bien Onama, moi. Ouais, moi aussi, j'aime bien le combat, mais tu vois, vu que tu vois que tu veux l'accélérer, parce que s'il bat Waldo Cortés Acosta, pareil, il rentre dans les discussions pour ce top 5 poids lourd. Hein. Lui, physiquement, il est monstrueux. Pour ceux qui l'ont vu à Paris, c'est Guile dans Street Fighter, le mec. Il ne rigole pas. Il est très, très explosif, il conne fort. Et c'est rare pour le signaler, mais c'est pas Cyril Gane en blanc, mais il est très, très athlétique pour un poids lourd. Mais tu vois, c'est un peu en ça que je voulais dire, mon truc de tout à l'heure. Donc, Garcia Onama, c'est numéro 12 contre numéro 13, featherweight. Là, ce sera le co-main, c'est numéro 6 contre numéro 10, heavyweight. Tu sais pourquoi numéro 10 ? T'as vu que Tibura est repassé devant Delija ? J'ai vu. Il y a quand même des mecs qui font les rankings du UFC. Mais je sais pas ce qu'ils boivent le matin. Si vraiment c'est la sauce qu'on nous a servi, c'est-à-dire que si vraiment c'est des journalistes. Oui, la liste, la célèbre liste, machin. Montrez-moi juste qu'ils boivent avant de voter. Ah ouais, non, mais c'est délirant. C'est complètement fou. Il vient de le battre, il vient de l'éteindre. Pourquoi tu le refais passer ? En plus, tu l'avais déjà mis derrière et tu le refais passer devant sans aucune raison. Si vraiment il y a ces vieux journalistes, quand je dis vieux, c'est pas l'âge. Hein. C'est qu'apparemment, apparemment, le mec de la France, par exemple, ça fait. Donc si vraiment ces mecs-là se réunissent par Zoom pour, comme on m'a expliqué, pour voter. Ah, montrez-moi ce qu'ils boivent. Hein. La moitié de la liste, elle n'existe pas ou c'est des mecs ça parle pas de MMA sur leur site. Enfin, c'est ça. Écoute, en tout cas, ça c'est typique de ce genre de décision. Le site français qui a été fermé en 2018, il vote vraiment, tu penses ? Moi, c'est des questions comme ça, je me pose. C'est pas existentiel. Hein, si tu nous écoutes, si tu écoutes Jab Life, réponds-nous, envoie-nous un message. Voilà, mais en commentaire. C'est toi qui avais le blog, je sais même plus comment il s'appelait, son site en 2018 et que tu l'as fermé. Est-ce que tu votes toujours pour le classement de l'UFC ? S'il te plaît, réponds-nous. Moi, j'aimerais savoir. Et que bois-tu avant de voter ? Qui est chez lui dans le Poitou, il vote pour le classement. C'est sûr. Mais t'as des sites, même au Brésil, tu sais, t'as des vieux sites qui ont fermé.
Mais les mecs, ils votent vraiment, mais ou c'est un bot qui remplace. Enfin, je sais. Il y avait des trucs, c'est sur il y a un site, je crois, c'est sur l'actualité du sport lycéen dans je sais plus quelle région aux États-Unis. Non, mais c'est dingue. Lunaire de fou. Et c'est symptomatique, ce genre de Tibora qui repasse devant. Qu'est-ce qu'il faut se dire pour dire bon, il l'a éclaté en moins d'un round, mais on le refait passer devant quand même. Et puis même si les mecs ont voté, je veux dire, s'il y a vraiment tous ces mecs qui votent, parce qu'il y en avait qu'à DVD aussi qui votaient, mais sur des sites un peu plus sérieux. Mais s'il y a des mecs qui votent, mais t'es l'UFC, tu reçois ça. Ils me font repasser Tibura devant Delija, mais tu dis non en vrai, c'est ton classement, tu fais un peu ce que tu veux. T'es une entreprise privée, tu laisses Delija devant, il vient de l'éteindre. C'est un problème ce classement. Donc la fin de ma réflexion, c'est que tu vas avoir quand même à l'Apex, dans une salle, on connaît l'Apex, avec très peu de public, tu as comme main event 2 combats de classement de top 15 qui font avancer. Et surtout de combats de qualité. Voilà. Parce que quoi qu'on en dise, Delija et Onama, c'est le spectacle. Et leurs adversaires sont loin d'être manchots. Ça fait avancer une catégorie aussi. Oui. Et c'est des bons combats. Mais je te dis... Tu vois, tu peux pas en mettre un autre à Perth quand même, devant du public et tout, dans une salle pleine. C'est en ça que ça me... Après, ça va pas s'arrêter, parce que tu as vu, ils ont fait quand même quelques travaux. L'UFC, même si c'était une bêtise qui a été dit par certains journalistes et repris, il n'y aura jamais d'événement à 10 ou 20 000 personnes. Non, c'est 1000. Mais ils vont rajouter un petit peu de place. T'atteindras un peu plus de 1000. C'est le mec qui s'est trompé d'un zéro, en fait, et tout le monde l'a repris en disant... S'ils avaient fait une Apex à 10 000, ils sortaient plus de l'Apex, Aldric. C'est ça. Vu les gains sur les coups. Je pense qu'ils ont besoin quand même de... Tu sais, c'est comme une troupe de troubadours un peu, ces mecs de l'UFC. C'est toujours les mêmes qui voyagent partout dans le monde. Ils délèguent très peu. En fait, ils ne localisent... Ouais, c'est ça. Quand tu fais appel à des locaux, tu localises d'une certaine façon. Et en fait, ils ne localisent que très peu. Vraiment les bouts de chaîne, c'est-à-dire que les maquilleurs, la sécu directe, les preneurs de décision, ils viennent tous et partout. Et on l'a ressenti, nous, dès la première édition à Paris, tu le sentais que c'était la sécu de là-bas. Et même, je crois, alors ça doit être toujours le cas, mais je me souviens qu'au premier UFC à Paris, les mecs qui préparent à manger pour les journalistes en salle de presse, c'est des Américains qui sont venus des États-Unis. T'as les agents de sécurité qui vont être en tribune, qui changent un peu, mais globalement, c'est quasiment toujours la même troupe qui se déplace. Donc, il est évident que ces mecs-là doivent souffler un peu. Ils peuvent pas sortir 52 week-ends par an, c'est pas possible. Néanmoins, l'Apex... je pense que des fois, ces 2 combats-là sont exceptionnels et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui paieraient, s'ils sont un peu amateurs de MMA, pour aller les voir. Et puis tu fais une perf, tu vois, dans un gros KO, un gros truc, c'est quand même mieux d'avoir du public, même pour le highlight. Après, dans la construction de carrière, j'étais content, moi, que Manon fasse ses 2e et 3e combats à l'Apex. Je te cache pas que j'aimerais bien, même si je sais qu'Axel joue avec la foule, mais quand tu débutes à l'UFC, c'est pas mal quand même. Je trouve que c'est intéressant, ça te met un petit peu dans un cocon. Oui, en plus, tu peux monter... t'es là-bas, t'es à Vegas, au cœur de l'UFC Performance Institute, il y a moins de public, tu peux te parler tu peux échanger avec ton adversaire. On sait très bien que dans la construction de carrière, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, le 2e et le 3e combat sont cruciaux et capitaux parce que c'est eux qui vont te permettre de passer du statut d'inconnu qui a signé à l'UFC à un meilleur contrat. Et c'est là Et en fait, souvent, on répète ouais, mais l'UFC, ça paye pas, c'est 10-10-12-12. Oui, monsieur, vous avez raison. Par contre, là où vous avez tort, c'est qu'à partir du 2e contrat, tu peux surclasser 95% de toutes les orgas qui existent. KSW, tu vois, donc c'est des moves pour les athlètes qui sont capitaux, le 2e et le 3e combat. D'autant plus quand des fois tu sautes le 2e contrat. Je sais que ça a été le cas pour Manon. Exactement. On est d'accord. Donc tu fais un bon 2e et un bon 3e, tu vas pas aller à ton 4e avant de signer. À la fin du 2e ou à la fin du 3e combat, tu peux signer tout de suite. Et donc augmenter tes revenus, pouvoir avoir de meilleurs prépas, de meilleurs camps, et tu vois, c'est exponentiel après. Donc, c'est des trucs importants, et je trouve que l'Apex te met dans l'Apex plus le UFC Performance Institute qui prend en charge ton alimentation, ta prépa physique. Le combo des deux fait que financièrement, pour l'athlète, c'est très bien. C'est intéressant d'avoir son 2e ou son 3e combat. Ouais, après, ils peuvent pas non plus mettre que des newcomers. Non, mais ça t'habitue au truc, t'as raison. Puis t'as tous les employés de l'UFC, tu te fais un peu plus connaître aussi. T'as raison que c'est pas si mal là-dessus. Après, si tu peux être à la T-Mobile, c'est aussi bien, hein, si t'es à Las Vegas. Mais bon. Oui, voilà. Mais en tout cas, Axel, c'est dans Grandento qui m'a dit peu importe, hein, partout, moi je combats et je prends. Axel s'en fout. Après, on va bosser intelligemment. Tu sais, pour continuer un peu dans les extras, tous les mardis, réunion des matchmakers. Donc là, c'est pas maintenant qu'on va savoir, mais globalement, je pense qu'ils vont commencer à matcher sur janvier, début novembre, mi-novembre. On commencera à avoir. Je pense que je commencerai à avoir une petite idée de ce que va être la suite et contre qui. En tout cas, on sait que tu donneras les petites news dans Jab Live, bien entendu, dans Aldric NRB ou Jab Culture. On passe à l'Hexagone 34. Ouais. C'était ce week-end, c'était vendredi au Zénith de Paris. C'était une grosse carte très attendue. On a
dans carte de prospect, on en avait parlé, on en a perdu un, parce qu'il y a un combat qui a été annulé pour Samba Sima. Je crois que problème de visa de l'adversaire ou quelque chose comme ça. Donc on reverra Samba, qui est très très talentueux. Moi je le répète souvent à ce micro. On le reverra très vite, je pense, dans la cage d'Hexagone. On va se débriefer tous les combats, et puis on dit à chaque fois un peu ce qu'on veut pour les mecs, ou ce qu'on espère pour leur suite, tu vois. Mais d'abord, je te fais un truc un peu global, quand même. Ils ont tous les prospects qu'on attendait. Donc, il n'y avait pas Samba, mais il y avait Paul Denat, il y avait Théo Ulrich, il y avait Wally Tandia, il y avait Souil Areski qui faisait ses débuts pro. Ils ont tous gagné au premier round. Il y a un problème quand même de matchmaking. On leur met une opposition pas assez forte à ces gars-là pour l'instant. Alors, attends. Parce que leur niveau est bon. Si je te pose cette question-là, c'est que leur niveau est très bon. Pour Souil, non. C'est un premier combat. Oui, c'est Souil, t'as raison, faut pas le ranger avec. Ouais, faut pas le ranger avec, t'as raison. Mais moi, attends, je vais avoir un avis encore plus mitigé. Avant de parler des combats, je te donne une impression que j'ai, bonne ou pas bonne. Je sais que j'aime bien, moi, Younes. On est pas amis, mais je prends énormément de plaisir à parler avec lui. C'est un garçon extrêmement intelligent et qui a une vision du MMA très globale qui me plaît beaucoup. Vraiment. Donc, je pense que s'ils ont décidé de faire le move de Souil en pro tout de suite, c'est qu'ils ont les très bonnes raisons et je reviens pas du tout et je remettrai jamais en cause les décisions de Younes parce que je te dis, il est loin d'être idiot. Mais d'une généralité, il y a un truc qui commence à me gonfler. Donc là, je vais prendre le truc de la méchanceté, la trappe poussière de Léa et je vais le poser là. Et on est en train de faire des bêtises dans le MMA français et je m'en fous de me faire des détracteurs, je vais le dire. Le niveau IMAF en junior, c'est ça, les gars. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Le niveau IMAF en senior, c'est ça. Donc là, vous êtes en train de faire des bêtises. Je parle au coach, je parle au manager, de très grosses bêtises. Les gars, ils font un titre en junior et quand vous aurez compris, et là je suis pas méchant, mais je suis vindicatif parce que vous faites n'importe quoi, messieurs, qu'il faut les envoyer en senior avant de faire passer en pro. Là, vous allez gâcher des talents, handicaper des carrières et pénaliser des gamins. Je dis bien attention, c'est une généralité. Oui, c'est pas les cas particuliers. Voilà, Parce que je pense que Souil est un talent un peu à part. C'est pour ça que je dis ça. Il n'y a pas tout le monde. Et Souil, pour l'instant, a fait preuve de son combat. Il l'a très bien géré. Oui, puis tu as raison. Il ne faut pas que je le mette dans le même truc que les autres sur la question de est-ce que l'opposition. Non, mais je parle en global. Et les règles sont faites pour qu'il y ait des exceptions. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est dans le même truc. Et je dis, j'ai pris des pincettes pour Souil. Mais je vais être très clair avec toi avant de parler de tout le monde. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime beaucoup. Mais Alan Mandouzi, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, je le dis. Ils vont me détester, ils vont pas me détester, c'est pas grave. Quand je dis ils, c'est pas les petits, hein, c'est les gens, ils vont dire oui, donc il se permet. Ben, je me permets. Parce que j'ai été entraîneur IMAF, parce que je connais le niveau, parce que je pense que on m'aime ou on m'aime pas, mais mes talents de coach ne sont plus à définir. Donc je vais me permettre de faire cette séquence. Les gars, vous combattez pas en senior, c'est une énorme bêtise. Donc voilà, je voulais l'acter. Bravo à Alan Kiba. Mamad Demba Samba qui fait partie, qui a rejoint le boxing depuis un peu plus d'un an en étant passé par Marseille auparavant avec Jean-Michel Froissart et justement les frères Schiavo, on en parlait avec l'UFC Purse de 2018 au préalable. Donc un très bon garçon, tu vois, il n'y a aucun problème. Victoire, décision unanime. Demba lui a posé quelques problèmes, notamment au premier round. Ouais, voilà, exactement. Et derrière, il fait du laine prêt pour gagner. Donc il a un très gros niveau de lutte. J'avais parlé avec son papa, il fait de la lutte depuis tout petit, sa sœur lutte. Mais si tu dois uniquement gagner un deuxième et un troisième sur de la lutte contre un amateur, certes talentueux, hein, Demba, il est très fort. Hein, et derrière, tu passes pro. Non mais les gars, ce petit est Alan Landouzi, et moi je le dis pour son bien, et c'est pas du tout grave s'il m'aime pas derrière ça, parce que je fais pas ce métier pour être aimé, hein, sinon j'irai sur Twitter. Bêtise, vous sous-estimez le niveau IMAF. Quand tu es champion du monde en junior, c'est pas le même niveau qu'en senior. Et c'est très simple. Mohamed Mokaev, aujourd'hui, c'est un très très grand combattant. Et je pense que s'il a fait les premiers combats à l'UFC ennuyeux qu'il a fait malgré tout son talent, c'est parce qu'il n'était pas passé par les seniors aux IMAF aussi, tu vois. Donc, on est en train de faire une bêtise. J'ai fait mon coup de gueule. Est-ce que ça partira aux oubliettes ou pas? Je sais pas. Mais il fallait que je le fasse parce que ça devient trop une généralité. Les mecs passent pro maintenant, ils ont fait que de junior. Et ça va laisser, à mon avis, des séquelles sur la suite. Et c'est vraiment un move qu'il ne faut pas faire systématiquement du tout. Mais t'as raison. Voilà. Aldric, Justine, tu m'incrusteras le masque de Jean-Pierre Coff. La ref, incroyable. Sur le réel. Mais il fallait le dire parce que j'ai regardé ça, j'ai dit, mais les gars, arrêtez non, mais tout.
Tu vois, moi, quand je te posais la question avant, c'était une sorte de mini coup de gueule aussi. Et t'as raison, je sors Souil de ça. Parce que Souil, c'est ses débuts pro, donc c'est normal que tu prennes un combat machin. Ils ont l'habitude. Aujourd'hui, dans ce cocon, il y a Nassourdine, tu vois, il y a beaucoup de gens. Il a son truc, Younes. Je pense que s'il fait ça, c'est qu'il l'a vu avec les autres athlètes. Et c'est pas pour me dédouaner. Hein. Si je suis pas d'accord avec Younes, je le dis. Hein. Non, et sur l'opposition présentée ou les match-up, tu vois, faut le sortir parce que c'est un début pro. C'est un premier combat pro, donc tu prends un premier combat. C'est normal de prendre ça. Mais en fait, j'adore les talents de tous ces mecs-là. Mais j'ai l'impression que Hexagone, c'est un théâtre pour les représenter. Pour dire, regardez, nos mecs ont du talent. Regardez, Wally est super talentueux. Regardez, Théo est super talentueux. Regardez, Paul a du talent. Maintenant que j'ai passé mon petit coup de gueule, et si Younes n'est pas d'accord, je lui rappellerai que je suis pas Carlos Prates. Je reviens sur ce que tu m'as dit. Bref. Je reviens sur ce que tu m'as dit. Là, on prend la carte dans l'autre sens. Après, on fera un petit balayage. C'est pas grave, on va dans tous les sens. Paul Dena. Moi, je le trouvais solide, le Hongrois qu'il y avait en face, quand même. Il est solide. Tu vois, il fait un bon premier. Il était là. Je pense que pour un deuxième combat pro, l'opposition était raisonnable. C'est mon avis. Je défends personne. Tu sais, regarde, là, je viens de me fâcher avec la moitié de la France. Il faut 5 minutes avant. Donc, vraiment, je défends personne. Et s'il y a un truc à dire, je le dis. Pour Paul Denis, je trouve que le match-up pour un deuxième combat pro, on parle d'un deuxième combat pro. Il faut qu'il ait un demi-million de personnes qui le suivent sur les réseaux. Je suis sévère. J'ai vu des progrès, mais toujours, toi, tu es le professeur dans les films de Marcel Pagnol. Toi, je suis tu sévère tapes avec la règle sur les doigts. Mais j'ai eu beaucoup aussi. Sache-le, Aldric, c'est pour ça que je voulais entamer le débat. J'ai eu énormément de DM ce week-end. Non, mais il faut en parler. Quand c'est pas bon. Quand est-ce qu'ils vont affronter plus fort? Quand c'est pas bon, on le dit. Là, en l'occurrence, pour Paul Denis Navarro, moi, je valide le match-up. Mec solide en face, qui avait 3 combats pro, lui, il en a 2. Mais il avait 3 combats pro, mais c'était pas un peintre, tu vois. Il prenait les coups. On a vu qu'il a mis du mal. Il a eu, du mal à le descendre. Et moi, là, par contre, je vois autant, tu vois. Et superbe d'ailleurs le body shot pour le progresse. Hein. Superbe de Paul Denis. Moi, je trouve que depuis que justement le combat contre Landouzi, on a vu du dimension dans la lutte, dans le cage control. Là, on voit une anglaise de plus en plus solide. Rien à dire. Ouais, il progresse. Là, il sort de sa casquette d'influenceur et pour moi, ça devient un vrai prospect du MMA. Validé. Et quand je dis validé, c'est prestation et match-up. Théo Ulrich. Mohamed Bayo, c'est fort. Franchement, le mec avait combattu à l'ARES. On sait qu'il est titré en grappling. C'est très fort au sol. Et il avait montré des belles guerres à l'ARES. Oui, non, c'est très fort. Et il avait montré des belles guerres à l'ARES. Après tirer la garde, là, constamment. Son jeu, il est passé. Regarde, c'était quoi à l'ARES? Il avait pris un boucher. Attends, il va me revenir le nom. Il avait pris à l'ARES, il avait pris Gaëtan Dambo. Alors oui, bizarre le combat, mais Gaëtan Dambo, c'est un assassin et ça va être plus serré. Donc là, il faut quand même dire un truc sur Théo. Quand le mec en face apparaît comme fantomatique, presque qu'il a rien à faire là, parce que c'est pas du tout un manque de respect contre Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, il arrive à toucher fort. D'ailleurs, c'est lui qui touche en striking, qui sonne quasiment Ulrich dans high kick dans les 30 premières secondes, parce je pense qu'il l'attendait pas là-dessus. Donc ça, c'est très bien joué. Et derrière ça, il le déjoue totalement, Théo. C'est-à-dire que les takedowns sont très propres de Bayo, et pourtant, les premiers sont pas mauvais. C'est Théo qui défend bien. Après, il part de trop loin, après, il se fatigue, après, plein de choses. Et après, tu te dis, OK, il a pas le niveau, ce mec-là. Sauf que ce mec-là a le niveau. Il a son niveau de sol. À l'ARES, il avait fait des guerres. On connaît le niveau de l'ARES et la pression qu'il y a quand tu combats à l'ARES. Donc, au final, quand un gars, tu as l'impression que tu te demandes ce qu'il fait là alors qu'il a du niveau, c'est que Théo Ulrich, c'est loin d'être mauvais. Donc là, Et même les mecs qu'il a affrontés avant Théo, il y a des mecs très solides. Tu vois, c'est pas une remise en cause du tout de tout le run qu'elle a. T'as raison. Son 6-0 à Théo, je voulais revenir dessus 2 minutes. Non, il est super solide, je suis d'accord. C'est pas mauvais, quoi. Je pense qu'il a déjà le niveau un peu au-dessus, en fait, de ça. Mais t'as raison, le match-up s'entend quand même. Le match-up s'entend bien et Bayo, c'est tout sauf un mauvais combattant. Donc Théo Ulrich 6-0 aujourd'hui. Alors maintenant, par contre, il faut se poser. Alors, je ressortirai un petit message avec la direction de l'Hexagone pour voir un petit peu comment il situe la suite pour ces 3, entre guillemets, pépites, mais on en parlera à la fin. Là, effectivement, maintenant, il faut se poser parce que... Mais de toute façon, j'ai regardé un petit peu le jeu de questions-réponses qu'a fait sur Insta Gaëtan Hurtel, son coach, et il a la tête bien vissée sur les épaules. Ouais. Là, il a compris que maintenant, il faut taper un petit peu plus haut parce que aujourd'hui, tu es UFC lisable à partir de ton 8e, 9e, 10e combat. On voit Axel, on voit la plupart des mecs, Benoît et tout, ils ont signé à l'UFC avec 10 combats pro. Donc là, il s'en rapproche.
Donc, il est temps de monter un petit peu d'un statement et de pouvoir, pareil, parce que souvent, on dit, ouais, pour aller à l'UFC, il faut ci, il faut ça. Il faut quand même flirter avec le classement top 100 mondial. Même si on a vu l'Italien qui avait pris Morgan, il était 390e. Il y a des exceptions, mais globalement, il faut que tu te rapproches du top 150 mondial pour pouvoir taper à la porte des matchmakers. Donc là, il est 400e et des poussières. Je pense que ce combat contre Bayo ne va pas le faire beaucoup progresser. Donc évidemment que maintenant, il faut qu'il aille chercher un petit peu plus lourd. Et on verra après ce que Hexagone a en tête via sa direction. Mais sur le match-up, moi, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé sa prestation intéressante. En fait, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Et que, donc, pour moi, tu peux commencer à taper des étapes un peu plus hautes, même si le match-up est intéressant. Pour te donner une idée, on fait un comparatif. Axel, son 7e combat, c'est Daguerre. Donc, il faut la suite qui va bien en place. Après, Wally, pareil, c'est seulement son 4e. Ah, oui, et Alix Jean-Guillaume, c'est un combattant d'expérience qui est solide. Mais Wally, il a énormément de combats amateurs, tu vois. Oui. Énormément. Il a mais un mec qui a 20 combats pro, c'est quand même pas un peintre. Et surtout, Jean-Guillaume, c'est pas mauvais. Je mets pas son expérience à 4 combats à Wally. Je suis d'accord avec toi. Je la mets plus haute que ça. Et il a des qualités, que ce soit technique ou physique. T'as vu la différence quand même? La différence de gabarit. Il a des qualités énormes. Moi, je pense que tu peux déjà le mettre un peu plus haut, Wally. J'ai envie de le tester, en fait. J'ai envie de le tester parce que je pense qu'il en a le talent. Mais t'as raison. En fait, tout s'entend quand tu expliques ces match-up-là. Je me répète, j'ai peut-être été sévère de dire que c'est juste du... Mais t'as l'impression qu'il y a un côté showcase. On vous montre, tu vois, oui. T'as un doute sur le fait que Wally va gagner ce combat Jean-Guillaume... Non. Le match-up, il est plutôt favorable. J'aimerais juste avoir des petits doutes de temps en temps. C'est son 4e combat pro. Il prend un mec qui a une vingtaine de fights. Oui, il a perdu beaucoup, mais c'était surtout en début. Je vous rappelle quand même, ne vous laissez pas hypnotiser par les 8 défaites. C'est ça qu'il a, Jean-Guillaume, si je dis pas de bêtises, c'est ça hein Ouais. Je crois qu'il était à 8-9 ou un truc comme ça. Elles sont beaucoup en début de carrière. C'est-à-dire que ce mec-là, il a fait les mauvais choix en début de carrière. Il a pris beaucoup de défaites entre 2020 et entre 2017, en pro, 2016 et 2019. Tu vois, et si tu enlèves ça, le mec il bat. Alors là, moi, je vois très bien qui c'est parce que je suis dans les MMA depuis longtemps, mais Reda Ougdou, qui était avec moi d'ailleurs au Rassemblement Champion, la bise à Reda, c'est pas mauvais. Jean-Guillaume l'a battu. Il bat Cédric, et qui est Boum Boum. Il bat un vétéran de la scène européenne, Gabor Boraros, qui est pas mauvais, qui a fait pas mal d'orgas. Donc, Wally n'a pas pris un peintre. Gabor Boraros, c'est 40 combats pro dans toute l'Europe, un mec qui a combattu un peu partout, notamment beaucoup au ACA, à l'Octogone. Donc, voilà. Et Alex Jean-Guillaume l'a battu. Tu vois, donc c'est pas un peintre, c'est un mec solide. Maintenant, 4e combat pro. Moi, c'est plus pointer le talent de ces mecs-là que la mauvaise opposition. Non, maintenant, attends. Wally, il a beaucoup de talent. Là, maintenant, je t'ai donné un avis sur le match-up qui est mon avis d'analyste. Maintenant, il faut quand même mettre un truc. Vous avez fait signer toutes ces pépites sur lesquelles vous construisez une carrière. Si le but, c'est pas qu'elles s'affrontent après au bout d'un moment, là, ils auront tout faux. Parce que tu peux pas faire naître une histoire et après dire « Allez, salut !» En fait, c'est là, il y a danger. T'as raison et c'est bien parce que tu nuances. Mon analyse doit être nuancée là-dessus. Pour la carte, à ce moment-là de leur carrière, en septembre 2025, ce qu'a fait Hexagone, c'est bien. Ouais. Mais dans 1 an et demi ou machin, si j'ai pas eu certains des combats, si j'ai pas eu Ulrich contre il est là le danger. Varela ou Owen Jason, si j'ai pas eu Wally contre le champion des welter, puisqu'on a le combat, on va en parler à Toulouse dans quelques jours. Je te donne un avis parce que ça a beaucoup tourné. Je parlais de Souil et Samba Sima. Varela, il est mieux classé qu'Axel en lightweight. Ouais. Théo, même si je trouve sincèrement qu'il est pétri de talent, et j'en parlais un peu aujourd'hui. J'en parlais avec Damien Lapillus, qui s'est entraîné un peu avec lui, qui m'a dit le plus grand bien de Théo Ulrich. Donc voilà, il m'a dit c'est mon gars et tout, il n'y a pas de problème. Donc Théo, moi Damien, c'est mon frérot. Donc s'il me dit du bien de toi, j'en pense pas moi, même si on se connaît pas, tu vois. Mais là, en fait, tu peux pas mettre le 400e contre. Je crois qu'il est 108e. Non, ça, je suis là. C'est sans doute un peu haut maintenant. On se calme. Owen Jason, il va faire son 5e combat pro, tout ça à Hexagone. Ça a du sens. Ce samedi, ce week-end, c'est vendredi, à Toulouse, chez lui. Théo, il est à 6-0. Owen va être à 5-0. Alors, il y a le tournoi. Ils vont faire le tournoi en poids léger l'an prochain, Hexagone. Donc, peut-être qu'ils seront dans le tournoi et ils seront obligés de s'affronter. Et je sais même pas pourquoi ils se sont pas affrontés encore. Ça se trouve, ça a été proposé. Il y a un des deux camps. J'en sais rien. J'ai pas d'infos là-dessus. Mais il y a
Aldric, si Owen passe à 5-0 là, ce week-end, mais il n'y a aucune raison de ne pas faire Théo Ulrich, Owen Jason, 6-0, avant de parler 5-0. un petit peu de nos échanges avec la direction Oui, il y en a un qui va d'Hexagone. perdre. Oui, il y en a un qui va perdre. Il y en a un qui perdra son 0. Mais c'est le game. Tu vois, c'est ça que je veux là, voir, par contre, en fait. je te rejoins. Si tu pioches des pépites et tu te dis, OK, bah, vous allez grossir avec l'organisation, make sense. Ça a du sens. Par contre, si ces mecs-là partent d'Hexagone sans s'être affrontés, là, il y a énorme déception, mais c'est même pas la déception. Il y a non-sens. S'il y a non-sens, c'est impossible qu'ils fassent ça. Arrivé à un moment, vous avez décidé de faire ça. Tu as Suilareski, Samba Sima. Pas tout de suite, je veux bien. Non, tu vois. Mais ça doit s'affronter avant de partir d'Hexagone. Samba en a 2. Enfin, 2 combats pro. Souil en a 1 maintenant. Ils se sont affrontés 3 fois en amateur. Pas tout. Mais dans 1 an. Ouais. 1 an et demi max, il faut que j'ai un main event, un événement Sinon, Hexagone. tu ne les fais pas signer. Sima, Areski. Enfin, et à ce moment-là. Je suppose qu'ils l'ont en tête, hein, tu vois, mais et à ce moment-là, s'ils partent pas de leur gars avant de s'être affrontés, là, ils ont 20 sur 20 sur le truc. Alors, oui, pour le moment, c'est encore des mecs qui sont en croissance. Tu peux pas aujourd'hui comparer ce qui se fait à l'Ares encore, parce qu'ils nous ont montré une carte d'exception, moi j'ai trouvé vraiment. Et pareil pour la carte qui va avoir lieu à Strasbourg, tu peux pas encore comparer Ares et Hexagone là-dessus, parce qu'en fait, on te raconte une histoire globale sur des jeunes qui étaient aux IMAF, qui faisaient partie de l'équipe de France et qui font leur carrière pro. Cette histoire, elle est belle si elle est bien faite. Je disais, j'ai pas eu peur de mettre les pieds dans le plat, que pour moi, Ndouzi, il fallait faire une année de plus en senior, pour voir. T'es champion du monde senior, je dis rien, je me tais. Et bonne chance pour ta carrière pro. Là, ça c'est trop tôt parce qu'ils veulent peut-être encourager par ce qu'a fait Paul Dena, sauf que Paul Dena, il t'a battu. Et il a montré de la maturité à ce moment-là. Puis il n'a pas tout à fait le même âge malgré tout. Donc d'ailleurs, j'en profite. Petit échange avec la direction d'Hexagone. Ils aimeraient aller vers un Paul contre Enzor. Ouais, Enzor qui était présent. Donc c'est Enzor avec qui il avait eu un bif et un face-à-face très tendu chez YFC. Exactement. Chez nos amis. Théo, t'as raison, ils aimeraient Owen Jason. Ouais. Sous réserve qu'ils prennent le titre, je suppose. Mais il y a aussi un. Non, et puis après, il y aura le tournoi. Attention, parce qu'il y a aussi le Lyonnais qui a signé, qui est pas mal. C'est Mathias Poiron qui s'appelle. Ouais. Pas mal aussi, ça. Ouais, Moi, j'aimerais voir. Ouais. Moi, j'aimerais voir. Pourquoi parce pas. C'est intéressant. Et Walid Andia contre le vainqueur de la ceinture vendredi prochain à Toulouse entre Chaumont et Kama. Moi, je pense que Wally, il est prêt pour ça. Mais c'est le message. Oui. Ça, c'est pas ce qui sort de ma tête. Non. C'est ce qui sort de mon échange avec la direction d'Hexagone. Je pense qu'il en est prêt. Il est prêt pour challenger pour la ceinture des. Si ça se fait et comme ça, il a des défauts Alex... encore, Wally, hein, comme tout combattant qui est en construction. Mais je pense qu'il a le niveau pour être challenger de ce titre-là. Moi, si ça se fait comme ça, je valide. Et Enzor, c'est Baïba Tirov, hein, dont on parlait pour Paul Denard. Il était là et Paul l'avait call out après son premier combat. Il y a ce passé chez YFC, donc ça fait sens, vraiment. Et après, moi, je te propose un truc aussi. Je t'écoute, je suis tout oui. S'il bat Enzor, parce que je pense qu'il va battre Enzor. Je pense que Paul, tu l'as dit tout à l'heure, il est en train de bien progresser, Paul. Derrière. Donc ça lui fait 3-0 aussi, Enzor. Derrière, Nezar Bahaji, qui avait battu Enzor à l'AEF en mai 2024, qui était sur la carte, qui a battu Youssouf Ouattara. Super combat. Qui a fait un combat de fou. Mais là, tu vois, si ça se passe comme ça, ça a du sens. Parce que Nezar Bahaji qui bat le genre de construction Ouattara, bien, qui vient du pied-point, c'est magnifique parce qu'il n'a pas que dominé en lutte. Hein. Non. C'est fort, César Nahaji. Nezar Sahaji, pardon. C'est le genre de construction ça me pour va. Paul. C'est intéressant. Et derrière, de toute façon, il va y avoir le tournoi. Pour Théo, il va y avoir le tournoi des moins de 70. Donc, il va y avoir des affrontements qui vont se faire automatiquement parce qu'il y a un moment, il faut bien s'affronter dans un tournoi. À noter, vraiment, il fallait en parler. Tu me fais Owen Jason avant la fin d'année, Aldric ? En décembre, tu me mets un main event d'Hexagone, Owen Jason, Théo Ulrich. Je suis très content. Et moi, je suis. Même si ça fait partie du tournoi, c'est intéressant. Très fan d'aller voir ce combat. Et même si tu veux le faire avant le tournoi et il se retrouve dans le tournoi, et il y a un deuxième peut-être dans le tournoi dans quelques mois, bah vas-y, let's go. C'est ça les combats aussi qui nous font un peu plus vibrer, tu vois, le franco-français. Tu sais comment j'adore ça. Juste un petit mot quand même, je suis obligé. Stéphane Coignon qui avait fait sa prépa au Boxing Squad juste avant Bafodé à l'époque et qui est Kader japonais. Qui a fait un combat de dingue avec Mazza Blanco. Le combat est fou. Il a sorti une clé de bras, s'il te plaît. L'armbar est fou pour finir. Stéphane qui a pas mal tourné sur le circuit japonais aussi. Il vit au Japon. Ouais, c'est quelqu'un qui est très très intégré là-dedans. Stéphane. Shootboxing et tout. Il a fait des combats là-bas. Il donne des cours à Osaka, si je dis pas de bêtises. Magnifique. Enfin, vraiment magnifique le armbar et tout. Vraiment, allez voir ce combat si vous l'avez pas vu. Donc, Souil à noter, parce que 2-3 petits trucs techniques avant qu'on finisse sur cet hexagone. Souil, pour le coup, son passage pro, il a compris comment utiliser les coudes. C'est intéressant ce grand and pound. C'est pour très ça intéressant. Il faut les quand coudes même étaient là. relativiser
tout ce que je dis, les règles sont faites pour qu'il y ait des exceptions. Mais quand même, je trouve que c'est devenu... En fait, on manque de respect au niveau IMAF senior à de nombreuses reprises. Et c'est une très grosse erreur. C'était c'était mon coup de gueule. Wally Tandia, le genou des enfers, pour le coup. Il a pris. D'ailleurs, dans la première minute, il en met déjà un premier. Tu sens que ça fait pas du bien à Alix. Et derrière, celui-là, il est fatal. Théo, on en a parlé avec ce Kawandin. Le Paul Denat, j'ai parlé du body shot qui est quand même magnifique. J'avais une autre question sur Théo Ulrich. Importante. Il prend ce high kick aussi dès le début de combat, là, qui le sonne un peu. Le sonne un peu, tu le sens. Après, il y a eu des explications. À la fin du combat, il s'est livré au micro et il a donné des explications sur ce qui s'était passé avant le combat. Déjà, il dit qu'il avait une main en moins, donc faute de blessure à la main, mais comme tu le sais et tu le répéteras tout le temps, beaucoup de fighters combattent avec des blessures. Mais il dit, et il s'en est réexpliqué chez nos amis du Fighter Club Sunday sur RMC, donc j'ai noté toute la déclaration, c'était hier soir, dimanche soir. Donc ça va répéter ce qu'il a dit au micro juste après le combat. J'ai fait une crise de tachycardie pendant l'échauffement. Ça a duré de l'échauffement jusqu'à après le combat. Je peux monter très très haut dans ces cas-là. T'es en manque de souffle. Gaëtan Hurtel ne voulait pas me faire combattre. Devant l'entrée, il m'a dit que ça le dérangeait pas de prendre le micro et de dire à tout le monde que c'était mort. Je lui ai dit non, s'il te plaît, laisse-moi combattre, laisse-moi au moins un round. Il avait dit à Mathis et Ryan, donc son équipe à la old school, que si ça durait plus qu'un seul round et que s'il voyait que mon cœur était trop haut, il allait stopper le fight. C'est un fighter, il voudra toujours combattre, Théo Ulrich, et je sais que c'est un guerrier. Aldric, moi j'ai un problème avec ce genre de décision. Je suis pas fighter, je suis pas à sa place, c'est lui qui décide. Mais moi je suis team Gaëtan Hurtel. C'est dangereux, Aldric, non? En fait, moi je te pose la question à l'envers. C'est quoi une crise de tachycardie? Parce qu'en fait, tu sais, des fois on range des mots. Oui, ok. On voit trop un truc qui est... C'est quoi? Est-ce que c'est une petite montée de stress? C'est quoi une crise de... Moi, je te pose la question. C'est Théo qui dit, mais ça peut monter très très haut. En fait, la question est la suivante. C'est quoi une crise de tachycardie? Après, si c'est une crise d'angoisse avec les pulses qui montent un peu et que derrière, il lui fait monter le cœur et que... Voilà, moi, je pense... Gaëtan Hurtel, c'est quand même pas la moitié d'un âne. C'est-à-dire que le mec a fait du haut niveau en judo, il a son club depuis des années. Je pense que s'il laisse partir et qu'il ne demande pas d'avis médical, c'est que globalement, on est sur quelque chose de modéré. Parce que tu sais, c'est un peu une case fourre-tout quand même, crise de tachycardie. Ouais, je t'entends. Non, mais comme c'est Théo lui-même qui explique que Gaëtan ne voulait pas qu'il combatte, c'est lui qui l'a... C'est peut-être aller loin, tu vois. Et qui disait, je vais te faire... Si tu dépasses le round et que ton cœur est trop haut, je stoppe le fight. C'est quand même... Il avait un... Gaëtan a vu un risque, tu vois, a vu un truc où on n'est pas dans un état normal, tu vois. En tout cas, je comprends ce que ça pourrait repenser, c'était ça. Donc, je voulais me questionner. Et t'es beaucoup mieux placé que moi. Moi, j'ai pas été combattant, donc tu vois, je donne pas de leçons, surtout pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire partir des gars alors que dans le vestiaire, c'était pas bien passé. Mais après, il y a un, tu vois, aujourd'hui, c'est plus comme il y a 10 ans et c'est plus comme il y a 15 ans. Si t'as un doute, il y a un médecin. Après, je comprends parce que si tu fais appel au médecin et que le médecin dit non, c'est non. Il y a aucun retour en arrière. Néanmoins. C'est pas arrivé, mais il faudrait pas qu'un jour il y ait un drame. Tu vois ce que je veux dire? Ce sport, tu le sais aussi bien que moi, il a été tellement vilipendé pendant des années. Je suis d'accord avec toi. Quand tu auras le jour où tu as un drame, il y a plein de gens qui vont s'engouffrer pour dire. Maintenant, j'ai envie de te dire, les mecs qui font des tests de l'effort, les mecs qui font des examens médicaux. Je veux dire, aujourd'hui, le prisme de la Fédé, il est quand même intéressant. Et d'ailleurs, les gens s'en plaignent. Oui, ça coûte cher. Oui, ceci, oui, cela. La Fédé, j'entends que ça, la Fédé. Donc, les mecs qui font des examens médicaux, les mecs qui sont checkés la veille avec le médecin. Des problèmes peut toujours y en avoir, mais je te dis, des fois la case un peu crise de tachycardie, ça veut tout dire et rien dire. Si c'est une petite crise d'angoisse, et moi je te dis, je vais me ranger du côté de la raison. Hurtel, il doit avoir coaché plus de 100 combats. Ah mais super coach, donc je pense que s'il laisse partir, c'est que globalement, il n'est pas hyper inquiet. J'ai envie de me... Après, s'il faut, je me trompe complètement. Hein. Non, mais t'as raison. Et de toute façon, ils l'ont fait. Mais voilà, après la déclat de Théo à RMC, je trouvais ça intéressant d'ouvrir ce débat-là et d'en parler parce qu'il faut parler de ce genre de choses aussi. Je pense que voilà, une vie et une santé, on n'en a qu'une. Si t'as un gros doute, moi, je passe par le médecin. Non, mais tu vois, on est par exemple très très loin. Pour que je nuance une nouvelle fois, on est très loin de ce qu'on a dit il y a 2 semaines là, où Brian Ortega est tombé inconscient une demi-heure et que les mecs ont été le laisser combattre. Ou là, non, pour moi. Là, tu mets ça au niveau des médecins, tu vois. Ouais, no way. Enfin, il ne doit pas combattre à ce moment-là. Donc on est loin de ça et t'as raison, ça peut être trop fourre-tout. Mais c'était intéressant de revenir là-dessus. Hexagone, on reste chez eux. Hexagone 35 cette fois. Ce sera dès ce vendredi. Donc on enchaîne du côté d'Hexagone, comme toute l'année d'ailleurs. On l'a répété plusieurs fois, mais eux, leur calendrier cette année, ça a été
cardio pour le coup. Ouais. Zénith de Toulouse, on l'a dit qu'il y aurait Owen Jason chez lui à la maison pour son 5e combat pro. David Spira qui sera là aussi 4-0, qui sera contre Julian Schluch, lui aussi à 4-0. Arnaud Prigent contre un Brésilien Gabriel Junior, Arnaud Prigent qui est à 2-0. Les débuts pro d'Hugo Vidal contre Ivan Skoze-Senkovs. Bafodé Gassama qui fait son 3e combat pro contre Moussa Ndiaye. Bafodé, il est à 2-0. Et le main event, on en parlait parce que ça aura peut-être des ramifications donc sur Walid Tandia avec le champion Mathieu Chaumont. On est en moins de 77 chez les welter, qui avait pris le titre le 10 août à Orange. On l'avait débriefé, c'est il n'y a pas si longtemps, c'est un mois et demi seulement. Il avait pris le titre Hexagone 32, donc beau triangle sur Axel Nobou, et qui la défend contre Bourama Kamara, qu'on avait vu passer notamment au Bellator et au Cage Warrior. Il est cool le main. Ouais. Il est sympa. Petit mot, Arnaud Prigent, son adversaire, c'est Shootebox Diego Lima quand même. Hein. Okay. Donc même s'il a que 2-1, c'est quand même un mec intéressant. Hugo Vidal, les débuts pro, bah voilà, pareil, tu vois, il faut être quand même. Voilà, il prend un mec 4-2-1. Ouais, c'est normal. Un professionnel du circuit qui a. Faut être attentif. Tu vois, qui a une victoire, une défaite. J'ai pas trouvé l'adversaire de Owen Jason au moment où on enregistre, moi. Je l'ai pas trouvé sur Tapology, et même dans les stories qu'il a mis ou le poster et tout. Non, il est pas sur la carte, hein, sur Tapo, c'est ça. Il est sur Tapo, je le vois pas sur la carte, et sur les posters et tout, et ce qu'il publie sur les réseaux, je vois pas d'adversaire. Peut-être qu'il y a eu des changements ou des machins et qu'ils sont en train de chercher. Ils sont en train de republier. Ouais. Voilà, un short notice, enfin un mec en dernière minute. Non, bah attends, il y en a plein qui cherchent des combattants de dernière minute en ce moment. On va en reparler après. Juste après. Ça arrive juste après. Aldrich. Mais non, écoute, la carte est là, les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que tu as un mec déjà plutôt installé, Bafodé, à 2-0, qui va faire son 3e. Là, c'est vrai, j'avoue, ça monte pas beaucoup. Moussa Ndiaye, c'est 1-0. C'est pas le step-up n'est pas fou, même si Ndiaye, il a quand même une très grosse carrière amateur. Donc à regarder, mais par rapport à ce qu'on attend de Bafodé, tu as cette ceinture qui est très intéressante quand même. Chaumont Camara, c'est intéressant. S'il y a Owen Jason sur la carte, ce n'est que mieux. Mais non, tu as quand même des trucs sympas. Hugo Vidal, Arnaud Prigent, David Spira. Et c'est même intéressant une semaine après cette carte où tu avais beaucoup de tes prospects. Tu as encore des prospects. Tu as encore une carte où tu as des mecs à montrer. Tu vois, pour le coup, là, je vais plutôt défendre Hexagone. Ils ont une profondeur dans le roster et dans ces prospects. Ils ont signé des mecs qui sont en devenir très intéressants. Et si ces mecs-là s'affrontent au fil du temps, en fait, c'est comme une série sur Netflix, tu vois. Il y a un dénouement au bout d'un moment. C'est-à-dire que là, on a des épisodes de construction, tu vois, où on apprend les personnages, là, on suit leur évolution. Sauf que s'il y a pas de fin, c'est horrible. Ouais, puis il y a un moment, il faut que ces mecs s'affrontent. Il faut aussi qu'ils s'affrontent et step up le niveau. Donc, pas forcément tout de suite, une nouvelle fois, pour remettre de la nuance, mais à un moment, parce que aussi, il faut être clair, Aldric, tous les prospects qu'on a là, il y en aura qui auront des très belles carrières dans des orgas, qu'elles soient françaises, mais ils finiront pas tous à l'UFC. C'est un entonnoir, Alex. Il faut pas croire que tout le monde finira à l'UFC. C'est normal, c'est l'élite de l'élite. On avait fait un moment, je crois, une émission sur les Français à l'UFC, les prochains Français à l'UFC. Et tu verras que sur les 8, je crois qu'on avait parlé de 8 ou 9 noms, ils vont pas tous faire 8 ou 9 carrières. Tu vois, il y en a qui vont stopper. Des fois, c'est le niveau. Des fois, c'est la vie. Des fois, c'est le manque de chance. T'as des mecs qui auront le niveau et qui vont jamais y aller parce qu'ils vont jamais avoir l'opportunité ou les bonnes connexions ou le bon manager qui va les placer au moment où il faut. Tout peut. C'est pas si linéaire que ça, qu'ils ont tous du talent. On va tous les voir dans la grande ligue à la fin. Je ne pense pas. Mais l'histoire, quand même, là, je mets une pièce, je regarde la suite, c'est pas inintéressant. Ouais, non, en tout cas, encore une belle carte pour au Zénith de Toulouse, pour ce Hexagone MMA 35. Vendredi, on rappelle, et il y aura une opposition directe dans un autre Zénith, en France également. C'est vrai que tu vois quand même que le MMA s'est vachement développé en France. Hein. Ça aurait pas pu arriver, pour le coup, il y a quelques années. Le Zénith de Nantes, cette fois, avec le PFL Europe, qui a perdu un main event, hein, Kevin Jousset, Abdullah Abdouragov, on vous en a déjà beaucoup parlé. Juste une petite question autour de Kevin. Lyon en décembre, c'est ça la rumeur du prochain PFL, il sera dessus? On discute là. Ok, c'est en discussion en cours. Ok. On veut. Bah qui? On fait pas de. Très honnêtement, c'est pas forcément Baki. Ça peut être un mec du roster américain, tu vois. Mais oui, il est pas du tout. Voilà, l'arc, on va parler comme dans One Piece, l'arc Abdul est passé, on lui souhaite un bon rétablissement, maintenant terminé, on reparle plus jamais de ce combat, et on essaye d'avoir une personne qui fasse évoluer Kevin dans la suite qu'il mérite par rapport à son niveau et qu'il mérite de la part de son investissement. Donc oui, Baki, oui, Doumbé, oui, un mec du roster américain sans aucun problème, on verra qui. Qui a d'abord un combat, bien sûr, qui défend sa ceinture à Arès des welter. Ce sera 18 octobre, je crois, chez lui à Strasbourg contre Jordan Zebo. Donc il y a déjà une étape pour lui avant qu'on parle de ça.
Tu teasais tout à l'heure des combats qui changent ou des adversaires en recherche. Je crois que Aldric, tu m'en as parlé juste avant qu'on enregistre. Il y a c'est pas un secret parce que moi, un problème du côté du nouveau main event. Ouais. Moi, je suis sur. Nouveau main event qui était donc, excuse-moi parce que je l'ai pas précisé, Amin Ayoub contre Donovan le Belge Desmaé. Donovan Desmaé, ancien du Cage Warrior. Il avait notamment j'ai un affronté groupe Mason WhatsApp Jones. avec certains managers européens. Et ça cherche un remplacement pour Donovan, mais qui n'est pas forcément. Qui n'a pas pull-out à 100%, mais qui est incertain. Voilà, on n'est pas sur du officiel, c'est sûr que ce combat saute, mais on va plutôt vers là. Et la recherche d'un nouvel adversaire pour Amin Ayoub. Ouais. C'est 2 coups durs quand même pour le PFL à Nantes. Là, tu perds ce main event qui était ultra excitant. Alex, il n'y a pas que ça. Hein. Et en plus, Ayoub Desmaé, Aldric, il était fun le combat. Il était fun quand tu connais les styles des deux. Il y a l'adversaire de Sofiane Aissaoui qui avait sauté et ils ont remplacé avec Vincent Delguera. Donc ça, par contre, c'est intéressant et on y gagne parce que c'est un choc franco-français. Ouais. C'est pas inintéressant. Jade Joran a disparu de la carte, si je dis pas de bêtises. Oui, elle a disparu. Ouais. Parce que son adversaire s'était blessé. En tout cas, je l'ai plus vu. Ouais. Vincent Delguera a plus. Il y a Abdul qui a disparu de la carte. Il y a Mayo qui s'est blessé par contre et Gustavo a été remplacé pour Baris. Il y a Darag Kelly. Qui n'a pas été rematché, si je dis pas de bêtises, je vérifie en même temps. Si, il a été rematché contre Abdul Saef. Ça, c'est intéressant par contre. C'est un combat. Parce qu'à la base, Darag Kelly, il devait prendre Jason Poney. Tu vois, tu te rappelles quand j'avais fait ce petit call-out, j'avais dit, mais les gars, ramenez ce mec-là, Jason qui s'était fait arnaquer, entre guillemets, en brève Espagne. Ouais. J'avais dit, les gars, reprenez-le dans des orgas intéressantes. J'avais été exaucé. Malheureusement, Jason s'est blessé à l'épaule. Bon rétablissement à lui. Et ils ont maintenu Darad Kelly sur la carte avec un match-up quand même intéressant. Parce que Abdoulayev, c'est pas mal. 10-1, Abdoulayev. Ouais, c'est un des combats que j'ai noté aussi qui va être fun. De même s'il a 37 ans, c'est pas mal. Franchement, même s'il a 37 ans, c'est pas mal. C'est moins fort. Je suis honnête, hein. Pour moi, c'est moins fort que Jason, mais c'est pas inintéressant. Donc, Jade s'est perdu et Aissaoui s'est rematché contre Delguera. Donc, ça fait une carte quand même. Baris Adigüzel, Gustavo Oliveira pour le tournoi. Ça, c'est un match-up très, très intéressant. Je vais t'en faire dire un mot, mais non, mais il y a des combats intéressants. Ouais, il y a des tournois, Dean Garnett, Conor. Mais t'as perdu des trucs quand même, tu vois. Parce que j'espère qu'ils vont garder Amine sur la carte aussi, parce que là, par contre, les Nantais, ils vont finir par faire la tronche. Ah oui, il faut le garder. Ton co-main actuellement, c'est Boris Mbarga, le Belge, contre le Brésilien Johnny Gregory. Même si on adore Boris, c'est un peu faiblard pour un PFL à Nantes. Enfin, tu vois, il faut aussi le côté. T'avais Abdul, après t'as eu Amine. Au moins, il y avait le côté local. C'est plus dur si tu les as pas eux, tu vois. Donc, on espère qu'il va le garder. Après, on va pas se mentir non plus, ça va être compliqué de trouver un adversaire même du niveau de Desmaé à quelques jours comme ça. Mais si c'est pas Donovan, je pense que tu peux pas trouver, moi. Ouais, donc tu peux trouver un mec qui fasse illusion. Mais tu peux pas trouver un mec du niveau de Donovan Desmaé, c'est une certitude. Non, alors ça, je te suis à 100%. Pour le clin d'œil, quand même, c'est cool, Vincent Delguera qui a expérimenté, là, si vous voulez de l'expérience. Delguera, ça, oui, c'est un beau choc. Là, vous en avez. En plus, c'est Marseille Fight Club contre Sofiane, qui est de la Hatch Academy. Donc, un petit Paris-Marseille, tu vois, comme on les aime. Aldric, les demi-finales du tournoi, bien sûr, 155 et 135. Conor Hughes, Gino Van Stennis. Gino Van Stennis, c'est le frère de Costello. Ouais, tout à fait. Donc, pareil, c'est pas à surveiller. À surveiller. Dean Garnett, pareil, contre. Garnett Kepowski, c'est pas mal. C'est très bien. C'est un peu plus connaisseur, mais c'est intéressant. Ouais, mais quand tu te souviens de leur combat au tour d'avant, oui, celui-là, le Dean Garnett Siepolski, je l'ai bien envie de le voir. Et puis bien sûr, Gustavo Oliveira qui sort son coup de coude retourné contre Baris, Anas Azizoun sur le PFL à Bruxelles, contre Baris Adigüzel. Baris, comment tu vois ça? Il s'est préparé de façon intelligente. Il a profité de. Tu sais, le PFL, ils sont un peu contraignants en plein camp. Ils te font faire venir pour faire des photos et des vidéos. Un peu comme ferait le Dana White Contender, sauf qu'ils font ça longtemps avant quand même, le Dana White. Là, ils te pénalisent. Donc, il a rebondi intelligemment. Il s'est dit, pour monter à Paris, il a fini sa prépa à l'US Metro. Merci à Johnny de s'en être occupé d'ailleurs. Et non, il est bien. Il est bien. On espère parce que, moi je l'ai dit, je pense que Baris, il a le potentiel de le gagner ce tournoi. Bien sûr. Il peut le faire. Sans aucune hésitation. Bien sûr qu'il a le potentiel de le gagner. Avec le beau chèque qui va à la clé, la possibilité de faire le tournoi monde peut-être derrière. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir pour Baris du côté du PFL. On lui souhaite, il mérite. Ancien champion donc Bantam à Hexagone, dont on vous parlait juste avant pour le coup. T'as fait le tour sur ce PFL Europe, t'as d'autres choses que tu voulais noter? Non, j'espère qu'Amine reste sur la carte. Moi, je trouve que c'est pour ceux qui ont vu l'épisode d'avant et ces combats âprement discutés du tournoi, très très intéressant à regarder. Très très intéressant et beaucoup d'enjeux. Je sais pas où je serai, je pense que je serai dans l'avion, mais je vais pas le rater, que ce soit si j'ai la chance de le voir avant ou même après en rediff, je vais le regarder. C'est très intéressant. En
tout cas, cool soirée ce vendredi. Toulouse, Nantes, 2 événements de MMA avec de belles orgas en France. Donc, c'est cool. Le PFL, il y aura aussi un autre événement le lendemain. Très francophone samedi aussi. 27, ouais, ce sera à Riyad, en Arabie Saoudite, mais on va aussi, il y aura des francophones, comme tu dis. Il y a toutes les demi, c'est le PFL MENA, donc de la région Moyen-Orient, avec toutes les demi-finales. Donc il y a 8 combats en tout, de 4 tournois. Donc ils ont groupé là. Ouais, on est moins de 61, moins de 66, moins de 70, moins de 77. Les 4 catégories, il y a il y a toutes les demi-finales des tournois, donc c'est un gros programme. Ouais, ça va parler français, Aldric. Là, ça parle pas chinois, ça parle français. Il y a Yanis Gemouri, notre ancien de l'UFC, il est là. Xavier Alaoui, qui a fait sa prépa aussi au Tristar avec Manon, très très bon gars qui était champion de l'UAE Warrior, francophone aussi. Mokhtar Benkassi, Souil Tahiri, qui est du Marseille Fight Club aussi. Avec Jean-Michel Froissart. Voilà, donc il y a du monde sur cette carte. Et franchement, vu les match-ups et les premiers combats qu'on avait vus dans le tour précédent au PFL MENA, je pense que c'est une carte, si vous avez rien d'autre à faire samedi, les gars, matez-la. Hein, parce DAZN. Ouais, ça peut sérieusement envoyer dans plein de match-ups. Ouais. Ils sont un petit peu moins connus quand tu vois le main event à l'Agra contre Galay. Ils sont moins connus, mais déjà, il y a 4 ou 5 Français francophones sur la carte, donc très intéressant. Et effectivement, même à 170, j'avais trouvé le niveau fort intéressant. Donc, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intention. C'est vraiment, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ça a fait mal un peu l'UAE Warrior, qui s'est rattrapé en allant chercher plutôt des Caucasiens maintenant. Mais il y a beaucoup de combattants de l'Orient qui sont partis au MENA. Bien sûr, il y a les 100 000 euros qui sont importants et la possibilité pour eux d'avoir un visa. Il y a un engrenage économique entre financiers et des perspectives trop intéressantes. Mais ça a fait très mal, hein, l'UAE Warrior, ce qu'ils ont fait. L'UAE Warrior qui se rattrape un petit peu puisque Khabib a stoppé les événements Eagle et donc du coup il y a une passerelle un peu qui s'est fait entre les Dagestanais qui combattaient chez Eagle. Donc ça devient pas comme ACA, mais tu as l'UAE Warrior qui devient un peu très axé lutte. Qui prend plus l'accent russe. Eh oui, tu vois, il y a encore du striking, mais on voit des très gros gabarits qui savent très bien lutter avec un niveau de lutte quasiment équivalent à l'UFC, parlons français. Et t'as ces combattants d'Orient qui sont plutôt des strikers en plus. C'est pour ça que c'est intéressant. Cette culture, même s'ils font du jiu-jitsu, surtout pour ceux qui sont locaux natifs d'Abu Dhabi depuis tout jeune, c'est qu'aujourd'hui, le niveau enfant, il est quasiment plus fort à Abu Dhabi qu'au Brésil. Pour te donner l'idée, le cursus de formation de ces jeunes. Alors, c'est pas le cas partout en Orient, hein, n'allons pas dire ça, mais c'est vrai qu'ils sont plus axés striking et guerre, donc c'est très intéressant, mais ouais, ils leur ont fait très mal. Le PFL a fait une très très grosse percée en Orient. La DCC, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, la grande compète de grappling, c'est le AD, c'est pour Abu Dhabi. Donc, Non, ils ont une très grande culture à Abu Dhabi de grappling. Et ce MENA, 170, tu citais le tournoi, 135, je me souviens qu'il y avait des mecs intéressants aussi. Et 135, on a tous nos francophones. En gros, en vrai, c'est très cool et c'est très cool, je trouve, l'organisation qu'a le PFL en ce moment, avec tous ces petits tournois régionaux. En Afrique, on s'est régalé la dernière fois qu'on a vu les tours. En Europe, tu as des belles choses à voir. Au MENA aussi. Hyper intéressant, je trouve, en ce moment, de suivre ce PFL via ce prisme-là. On peut avoir une finale canadien francophone française. Ça peut être Xavier Alaoui, Mokhtar Benkassi. Ce serait dingue. Hein, et ça peut pas, c'est très possible. Alors, celui qui a le match-up le plus dur, soyons honnêtes, c'est Mokhtar, puisque Xavier, c'est pas mauvais, hein, son opposition, mais c'est Islam Youssef. Je pense que Xavier a les armes pour passer... Mokhtar, il prend 13-6 Nawas Abska, c'est pas mal du tout. C'est intéressant. Donc on peut avoir une finale France-Canada dessus. On a Souil, on a Souil Tahiri qui prend Salahedine Amli, 9-0 invaincu, le Marocain. Non, les combats sont intéressants. Ouais, ils sont très très fun. Donc voilà, on vous en parlera dans ça le aussi, débrief. on va regarder. La semaine pro, exact, de toute façon, hein, comme d'habitude. 30 heures de MMA par week-end, monsieur Aldric Cassata. C'est comme ça. Même si je serai dans ma petite télé, lundi prochain, dans Aldric Energy, on en parle, mais je pense qu'on aura beaucoup de trucs très intéressants à analyser. C'est la vie que tu as choisie, qu'on a choisie. Écoute. Exactement. Et juste une petite pensée, parce qu'il y avait l'Octagone 76, c'était samedi à Francfort. Une petite pensée pour nos représentants du MMA français, parce que c'était une soirée compliquée. Clara Rissignuolo, qui a été battue par Alina Dalaslan, pour le coup, sur un superbe. Ouais, après, j'ai envie de te répondre quand même. Clara, elle sortait de 2 ans ou 3 ans d'inactivité. Elle prend la chouchoute de l'orga, qui est vraiment pas mauvaise. Hein, en plus, j'allais dire, qui finit sur un super coup de retourné. Enfin, voilà, c'était compliqué comme match-up. Voilà, dès le départ, là, c'était écrit que ça allait être compliqué. Hein. David Kroll, que vous avez vu à l'ARS à Hexagone, même passé par le PFL, qui a été battu par Attila Korkmaz sur Attila Korkmaz, il a demandé, il a fait un call-out pour la ceinture après. Ouais, je sais. Donc, oui, et David, c'était ses débuts à l'Octagone. C'est ça. Ouais. Oui, les Français ont perdu. On prend un 0-3.
mais il y avait énormément d'adversité en face. Là, l'Octagone, ils ont récupéré David suite au pull-out de Miguel Haro à l'Hexagone. Bravo à David d'avoir, j'espère qu'il a signé un multi-fight avec Octagone, qui est une orga qui traite très très bien les combattants, tant sur le plan financier que sur le plan du professionnalisme. Mais là, il prend un mec qui a call-out la ceinture après derrière. Et alors, il a pas fait une très bonne prestation, soyons honnêtes, mais je pense que c'était un peu son... c'est pas son point faible, mais ouais, le mec, il avait vraiment le jeu qu'il faut pas avoir. David, il aime les guerres et les combats très engagés. Et là, c'était quelque chose de très technico-tactique et stratégique. Et c'était un peu sa kryptonite, j'ai l'impression, cet adversaire, mais qui était loin d'être mauvais. Pas son jeu, comme tu dis. Et le troisième, Abou Tunkara, que vous avez vu aussi à Arès, à Hexagone, un peu au Bellator également, et qui avait déjà combattu à Octagone. Il avait combattu Ivan Bushinger à l'époque, battu par décision unanime par Daniel Weichel. C'était dans le main event pour le Daniel coup. Weichel qui doit avoir presque 50 combats de MMA Pro, tu vois. Et pareil, je pense qu'il n'était pas super bien dans son combat et Weichel a très bien capitalisé. En tout cas, voilà, soirée plus compliquée, mais voilà, on pense à eux, on leur envoie de la force. On essaye de ne pas en parler quand ça contre-perf, parce que c'est jamais agréable d'écouter, mais là, il y avait 3 Français, on est obligé d'en faire état. On a dit un petit mot pour finir l'émission. Merci Aldric. Bon, on a encore un Jab Culture à enregistrer avant que tu partes voguer vers le Canada et faire finir cette préparation avec Manon Fiorot. On vous dira aussi, parce que j'ai eu plein de demandes en DM, et je sais que tu en as eu aussi, quand on a évoqué les émissions en public qui apparaîtront après quand tu reviendras du Canada. Ça au mois de novembre. On va très vite donner on a vu ça tout à l'heure avec Léa, on va très vite donner le moyen de vous inscrire, parce que tu vois... Mais déjà, je vous dis un truc, j'en ai même pas parlé avec Alex, hein, mais celui qui suit pas la chaîne sur YouTube et sur Insta, il vient me serrer la main en bas, mais il met pas un pied dans le studio. Voilà, vous le savez, les gars. Vous savez qui sera donc le videur. Je ferai la sécurité également de l'événement. Je prendrai ma casquette de Big John de Paname. Le videur du studio. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, il n'y aura rien. Exactement. Tout simplement. Et de toute façon, on vous dit très vite donc les modalités pour s'inscrire et comment vous pourrez assister à ces premières émissions. Ce sera fin octobre, début novembre. C'est vers là qu'on espère et qu'on vise tout ça. Merci, Monsieur Cassata. À très vite pour Jab Culture. Merci à Justine, comme d'habitude, en régie. Et on se retrouve très vite sur Jab Life. Salut à tous.